Salut à tous et bienvenue dans ce live consacré aux frères lâchement assassinés par des racistes. Le frère Barry, de nationalité guinéenne, un brillant chercheur, brillant docteur, qui a été froidement abattu par des racistes. J'aimerais prendre le temps pour revenir sur ce sujet qui me tient à cœur parce qu'il s'agit de la communauté noire. Donc, bien sûr camerounais, mais je suis avant tout panafricain. Et en tant que noir, en tant qu'Africain, quand un frère est touché, je pense que ça devrait être le devoir de tous de se lever et dire non, non, non et non à ce genre d'injustice, à ce genre de crime, à ce genre d'assassinat ciblé à cause de la couleur de sa peau. C'est important de le rappeler. Donc, je vais prendre quelques secondes. Excusez. Voilà. On va y aller. Donc, je vais aller très vite pour pas passer des éternités, une éternité dessus. C'est un sujet assez important. C'est un sujet assez... pour notre communauté, je pense qu'il faut de temps en temps, voilà, mettre ce genre de sujet sur la table. Salut à toute la famille Cor qui est dans ce direct. Je ne vais pas citer tout le monde nommément. Salut à toute la famille Cor. Je vais donc observer une minute de silence pour rendre hommage à notre frère. Je vais le faire comme les autres. Même si nous on est tous dans le mimétisme, même si on est tous dans le copier-coller. Si on demande c'est quoi la signification, c'est quoi le but, c'est quoi la symbolique d'une minute de silence, beaucoup seraient incapables d'expliquer. Voilà. Merci à vous. Merci à ceux qui prennent le soin, voilà, de me suivre, ceux qui prennent leur temps pour me suivre dans ce petit live que j'ai préparé depuis quelques jours, mais j'ai pas eu le temps de le faire, non seulement parce que j'avais un programme assez surchargé, mais aussi parce que il y a souvent ce problème de créneau horaire. Je l'ai programmé à 16 heures, mais malheureusement à 16 heures, il n'y avait pas, il y avait notre camarade Ida qui devait faire son direct, elle devait finir à 18 heures. C'est la raison pour laquelle j'ai plutôt lancé le live à 18 heures. Beaucoup attendaient le live à 17 heures. Il y a un problème de créneau horaire entre nous, les blogueurs camerounais. Chacun peut aller en ligne comme et quand il veut. Pourtant, il y a normalement un groupe qui a été créé à cet effet pour permettre aux blogueurs d'aviser quand ils partent en ligne et de programmer surtout le direct en tenant compte du créneau horaire des autres blogueurs. Mais comme on a toujours des gens qui se comportent comme des rois et qui, voilà, font ce qu'ils veulent. Bon, on va donc passer très très vite. Donc, c'est un direct d'hommage à notre frère. Je ne serai pas là, Cécilia Agassi, pour parler du mouvement corps. Et c'est important de faire cette précision. Je parle du mouvement corps, je parle de Kamto. Je vous rappelle qu'il y a deux Bertie Le Kamit. J'aimerais que les gens fassent la différence sur ces deux faces de ma personnalité, si vous voulez. Il y a un Bertie Le Kamit qui est défenseur des droits de l'homme. Bertie Le Kamit contre l'injustice. Il y a un Bertie Le Kamit qui est panafricain avant tout, qui peut parler des problèmes du Sénégal, qui peut aborder les problèmes du Togo, qui peut aborder tous les problèmes qui concernent l'Afrique et le monde noir. Parce que j'ai même fait des directs ici où je parlais d'Haïti. Je parlais des Antilles en général.
Donc, il faut faire aussi la différence entre le Berti maintenant, qui est Berti du mouvement Corps, qui est Berti également de la brigade anti-Sardina, parce que Corps, c'est évidemment un élément qui peut qui fait bien sûr partie, parce que la brigade anti-Sardina, c'est quoi? C'est le mouvement spontané qui a été créé et qui revendique tous les problèmes du peuple camerounais. Des problèmes de détournement de fonds publics, des manques d'hôpitaux, des problèmes de hold-up électoral, tout ce qui tourne autour de la politique, tout ce qui est même au niveau social, ça revient à la brigade anti-Sardina. Mais maintenant, il y a Corps Camto ou Rien qui a été créé pour rappeler que dans tout ce flot-là, il ne faut pas se perdre. Il faut pas se perdre, il faut se rendre à l'évidence qu'il y a une personne, il ne faut pas perdre de vue que le président Maurice Kamto a gagné l'élection présidentielle et que de ce fait, sa place, c'est au palais présidentiel et non en prison. Donc le mouvement Corps est né dans ce sillage-là, c'est-à-dire que pour permettre au professeur Maurice Kamto non seulement de sortir de prison, mais d'être installé au pouvoir. Donc ceux qui viennent dans ce live pensant que je viens parler du mouvement Corps, non, je suis libre et je suis quelqu'un qui a toujours été libre. Si je me rendais compte que Corps est là pour me museler, je partirais le même jour. Comme étant dans la brigade anti-Sardina, je n'ai jamais été muselé, je souhaiterais rester quelqu'un de libre qui dit ce qu'il pense. Donc pour ceux qui disent que si c'est le mouvement Corps, je vais partir, tu peux bien sûr partir le jour où je ferai mes lives pour parler du mouvement Corps. Si quelqu'un est content, il reste. Si quelqu'un n'est pas content, il peut partir. Voilà, salut Suzanne Gathieu. Alors j'aimerais revenir sur ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Partagez massivement pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vais donc aller droit au but. J'ai passé déjà les 7 premières minutes à parler des choses qui n'ont pas de rapport direct avec le live que j'ai préparé. Donc j'aimerais aller très très vite pour épuiser tout ça et je reviendrai certainement si le temps me permet avec le live où je parlerai du corps de la brigade anti-Sardina, du corps et tout ce que vous voulez, tout ce qui concerne la résistance camerounaise. Voilà. Donc, je vais commencer par une première vidéo. On va regarder la vidéo ensemble. On va la décrypter. Donc, on y va. C'est parti. Voilà, je ne pouvais pas passer sans montrer une petite partie de cette vidéo, qui est une vidéo assez intéressante. Je vais revenir sur quelques vidéos ici, des vidéos que j'ai sélectionnées, voilà, à cet effet. Je vais vous montrer une première vidéo, voilà, elle est là, la vidéo. Meilleur peuple, les Grégoire ou pas, le Coran, on se fait enculer, tous les traînes avec tous se font enculer, voilà. Meilleur peuple, les Grégoire ou pas, le Coran, on se fait enculer, tous les traînes avec tous se font enculer, voilà. Voilà, il s'agit d'une vidéo où les jeunes maghrébins sont en train de niquer la race, niquer la mère, voilà, désolé du mot, des Noirs. Suite à leur victoire, donc c'est dans ce même sillage, d'après ce qu'on a comme information, que le frère Barry a été assassiné. Il est descendu de sa voiture, il est venu chercher sa femme et il y a quelqu'un qui lui a dit « Sale nègre, on vous a gagné ce soir, allez vous faire foutre ». Et le monsieur, voulant demander des explications, on est tombé sur lui, il a été roué de coups de poing et par la suite il est décédé à l'hôpital. Il est décédé de suite de ses blessures. Voilà une autre vidéo, très intéressante.
seconde. J'ai un léger souci à régler. Une seconde, hein, que je vous montre entre temps, que je mette aussi le lien PayPal pour ceux qui voudront bien cotiser pour les enfants. Bon, je crois que d'ici peu je vais devoir arrêter avec ces histoires parce que il y a bien sûr ceux qui ont la volonté, ceux qui cotisent, mais qui au bout d'un moment aussi, je crois que je vous avais donné des contacts pour ceux qui veulent donner un coup de main. J'avais dit, si vous voulez, contactez-moi inbox pour avoir le numéro de la maman et aider ces enfants parce que le plus important, c'est de les aider. Jusqu'ici, je vous attends, je n'ai toujours pas de réponse. Donc, partagez massivement pour ceux qui viennent d'arriver dans le live, s'il vous plaît. N'oubliez pas de partager massivement. Aussi, voilà, je vais mettre le lien PayPal pour ceux qui veulent bien donner un coup de main, pour ceux qui veulent cotiser. Le PayPal est bien sûr disponible. Donc, j'étais en train de parler de... J'étais en train de parler de ces racistes, voilà, de ceux-là qui ont tué notre frère Firmin Floret, notre frère, pardon, Barry, il s'appelle Barry. Oh là là, si mon pote Firmin, il écoute ça, il va être, il va être enragé, c'est justement parce que j'étais en train de chercher une des vidéos qu'il m'a envoyée ici. Donc, suite à ça, il y a eu beaucoup de... Voilà. Donc... Donc, suivez bien. Voilà. Donc, il y a d'autres qui disent que, voilà, il ne faut pas généraliser, hein, il ne faut pas diviser les Noirs avec les Arabes. On est des frères, on est des cousins, on a toujours entendu ce discours. Mais je veux bien rappeler ici que c'est un direct où je parlerai des problèmes. Je parlerai plus du problème... je parlerai plus des Noirs que des Arabes. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas personnellement de faire un live pour m'adresser aux Arabes. Comme j'ai vu beaucoup de Noirs faire des lives pour insulter les Arabes en disant « Vous n'êtes que des merdes, vous nous détestez, vous ne nous aimez pas ». Je ne tiendrai jamais ce discours. Je ne suis pas... je suis un bon nègre et j'aime bien à le rappeler pour que les gens sachent que les Noirs ne sont pas tous pareils. Je ne suis pas celui-là qui commande, qui supplie l'estime ou bien l'amour des autres. Quand vous dites que vous ne nous aimez pas, vous êtes raciste, vous n'aimez pas les Noirs, ça veut tout simplement dire que vous commandez, c'est-à-dire que vous souffrez de ce manque de considération, ce manque d'amour, ce manque d'affection de la part des autres. Je ne fais pas partie de ces Noirs qui attendent ou bien qui souhaitent, qui dorment, qui rêvent d'être aimés par des Blancs, par des Chinois, par des Arabes et autres. Je suis noir, je suis fier, je suis ce que je suis et je ne fais rien pour plaire aux autres. Il faut déjà commencer par là. J'ai vu tout genre de commentaires, j'ai essayé de faire quand même quelques captures d'écran, des frères qui se plaignaient, d'autres ont fait des vidéos pour insulter les Arabes parce que c'est évidemment, d'après ce qu'on a comme information, les supporters algériens qui ont tué le frère Barry. Il y a une autre hypothèse. Le frère Barry a été assassiné par celui qui a été arrêté en fait
n'est pas un Algérien, c'est plutôt un Turc. Après, il y a une autre hypothèse, non, certainement ce ne sont pas des Algériens, comme il peut y avoir tellement d'informations de ce genre sur Internet. Récemment, on a vu la femme qui a perdu sa vie. Son enfant, ses deux enfants ont été gravement blessés. Blessés, et ils ont dit par la suite que non, j'ai rencontré en fait des Algériens avec qui j'ai discuté qui disaient que non, en fait, ce n'était pas un Algérien, c'était plutôt un Marocain. Il y avait des choses, tantôt non, il n'était même pas avec nous, il est venu juste comme ça, il était de passage, il n'avait aucun rapport avec ce qui s'est passé. Il n'était même pas dans le groupe en fait des Algériens qui jubilaient et tout. Néanmoins, ça n'exclut pas le fait que les Noirs soient tout le temps victimes de racisme de la part des Arabes. Je vais dire Arabes ici, même si à la base on peut parler des Arabo-berbères comme vous voulez. Il y a d'autres qui viendront dire ici, ah non, vous les traitez d'Arabes, en réalité ne sont pas Arabes, bien sûr. Il y a une partie, il y a une population, bien sûr, de souche d'origine arabe au Maghreb. Il y a bien sûr des Berbères, comme il y a également beaucoup de millions de Noirs. D'ailleurs, l'une des questions que je veux poser à mes frères noirs subsahariens pour conclure ce direct, c'est cette question qui est simple. Si vous êtes contre tout ce qui est Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, Libye et autres, vous êtes tant contre ceux qui viennent de cette contrée. Quelle est la place que vous accordez à nos frères, je dis bien des millions de frères noirs qui s'y trouvent? N'oubliez pas, quand vous dites que je déteste les Arabes, je déteste l'Algérie, je déteste le Maroc, je déteste la Tunisie, n'oubliez pas que quand vous le dites autrement, vous détestez vos propres frères noirs qui y sont installés depuis des siècles. Je dis bien des siècles. Je pense ici à de millions de Noirs algériens, de millions de Noirs tunisiens, millions de Noirs marocains, des millions de Noirs égyptiens, millions de Noirs libyens. On a même nos frères qui étaient à la base de l'Afrique de l'Ouest, nos frères mauritaniens, qui ont rejoint maintenant le Maghreb. Donc, il faut faire attention à ce genre de discours. Je vais entrer en profondeur après. Donc, pour revenir sur le cas, il y a ceux qui estiment que non, ce jeune brillant docteur au nom de Barry, il avait pour thèse à l'université, sa thèse en fait portait sur les matières premières en Afrique. Et il a bien sûr eu son doctorat avec brio, il a passé avec brio, avec une mention honorable ici donnée ici par des juges, donc qui ont apprécié son travail. C'était quelqu'un de brillant, un bon père de famille, tout ce que vous voulez, quelqu'un vraiment de charmant, qui était apprécié dans presque tous les milieux. Donc voilà un brillant, voilà un talentueux qui est tué injustement. Et aujourd'hui, je pense que je dis que c'est une grosse perte pour nous Africains parce que quelqu'un comme celui-là, au bout de 20-30 ans, aurait formé une génération d'intellectuels. Il n'avait que 31 ans. Voilà une grosse perte encore pour nous en Europe, une grosse perte pour notre continent parce que des gens comme ça auraient formé des milliers de Noirs avec le temps. Donc je vais partir de là pour dire que même si après on dit que ce n'était pas un Algérien, ce n'était pas un Tunisien, ce n'était pas ceci, c'est un Turc, celui qui l'a tué était un Chinois, il n'en demeure pas moins que nos frères noirs sont victimes de racisme tous les jours de la part des Maghrébins, Arabes, Blancs, comme vous voulez. Donc je ne suis pas de ceux-là qui disent que le Maghreb c'est des Arabes et que tous ceux qui sont là-bas doivent disparaître, ils doivent tous partir, ils doivent remettre nos terres. Déjà c'est une mission impossible. Et le système en place est en train de travailler depuis très très longtemps pour diviser, c'est-à-dire que pour créer une sorte de fissure entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Il y a ceux qui pensent que non, ceux qui se retrouvent, justement, les gens pensent que ceux-là sont des Arabes et qui ne sont pas comme nous, justement parce que dans la conscience collective, on a fait croire le système dominant à travailler à ce que les gens pensent que tous ceux qui se trouvent au Maghreb sont des Blancs ou bien sont des Arabes. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des millions, je dis bien des millions de Noirs au Maghreb. Ça veut dire que quand vous mettez le Maghreb à côté, en même temps vous mettez aussi à la poubelle des millions de frères noirs
qui s'y trouvent. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Donc, je vais commencer par le point le plus important, le point vraiment essentiel. Ça concerne ici l'éducation de nos enfants noirs d'Europe. L'éducation que nous donnons à nos enfants que nous accouchons en Europe. C'est un point très très important. Parce que avant d'accuser, avant de dire quoi que ce soit, bien sûr, hein, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de légitimer quoi que ce soit, mais je rappelle qu'il est important, il est même d'ailleurs urgent pour nous en tant que Noirs, en tant qu'Africains, de mettre l'accent sur l'éducation de nos enfants noirs. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de pousser davantage les gens de notre communauté à entreprendre. Parce que ce n'est que par la guerre économique, si nous gagnons la guerre sur le plan économique, que nous aurons la chance d'être peut-être un jour respectés. Donc on va commencer avec les... on est très dessus. On va encore faire des séances de RIP. Voilà, il y a des RIP là déjà partout sur Internet. Ça court dans tous les sens. On va encore dire justice pour Barry, comme on dit tous les jours. Justice pour Adama, justice pour Barry. Après, ça sera justice pour Mamadou. Après, ça sera justice pour, je ne sais pas, pour Habib. Ça sera justice pour tout. Ou ça sera peut-être justice pour Henri. Ça sera justice pour... Et il faut qu'à un moment, ça s'arrête. Il faut qu'à un moment, nous soyons capables nous-mêmes de défendre nos intérêts. C'est de ça qu'il est question. Donc, je vais continuer ici en abordant ce point qui me semble vraiment essentiel. Pour ceux qui vont peut-être trouver que quelque part, oui, sur tel ou tel point, on n'est pas d'accord, c'est leur droit. Mais je rappelle que l'éducation de nos enfants que nous accouchons ici en Europe doit être au centre de tout. Ceci arrive pourquoi? Je vais tenter de donner une explication simple. Ceci arrive simplement parce que il y a quelque part ce laxisme de la part des dirigeants français qui acceptent très facilement quand un noir est tué. Il y a un laxisme de la part de nos propres frères noirs. Quand je dis noirs ici, je dirais noirs dans l'ensemble, mais particulièrement des noirs arabisés, les noirs islamisés, qui malgré tout ce qui peut nous arriver comme malheur, considèrent que non, les Maghrébins ou les Arabes sont leurs frères et que de toute façon ils prient ensemble dans les mêmes mosquées, il n'y a pas de raison qu'ils s'attaquent à eux. Voilà comment dès le bas âge en Europe nous éduquons nos enfants. On a éduqué nos enfants dans la haine de l'autre. Je dis bien entre nous d'abord les Noirs. Il faut régler ce problème d'urgence. Il y a des Noirs qui vont éduquer leurs enfants en les montant contre les Noirs musulmans. Il y a des Noirs musulmans qui vont éduquer leurs propres enfants en Europe en les montant contre les Noirs qui sont chrétiens. On assiste ici à une fissure, on assiste à une sorte de cassure dans notre société. Je parle dans notre communauté noire. Vous allez voir certains Antillais qui vont éduquer leurs enfants dans la détestation, dans la haine de l'Afrique. Vous allez voir certains Africains du continent qui vont éduquer leurs enfants dans la détestation, dans la haine des Antillais. Et après, maintenant, quand le malheur arrive dans notre communauté, on veut en même temps se rassembler pour combattre l'ennemi arabe. J'ai dit, moi, Bertie Le Camit, que c'est impossible. Impossible pour une seule raison. C'est que nous sommes tellement divisés. Et nous sommes incapables, jusqu'au moment où je parle, de nous mettre tous ensemble. C'est-à-dire de nous mettre au-dessus de cette soi-disant différence. Parce qu'en réalité, je ne vois pas la différence qu'il y a entre moi et un Antillais. Je ne vois pas la différence qu'il y a entre moi et mon frère malien, soi-disant qu'il est issu d'un pays à 95% musulman. Je ne vois pas la différence qu'il y a entre moi et un Ibo. Je ne vois pas la différence qu'il y a entre moi, voilà. Et tous ces noirs, pour moi, tous les noirs sur cette terre sont mes frères. Toutes les belles femmes noires qu'il y a sur cette terre, toutes les beautés, tout ce que vous pouvez voir, sont mes sœurs et je les adore. Il est important de rappeler que la preuve, hein, après tout ce que les gens vont dire, il y a des gens qui ont dit on va former un groupe, on va former des communautés, des groupes de gars puissants, des gars costauds qui vont aller en guerre ouverte contre les Arabes, qui vont les attraper dans des coins de quartier, qui vont les battre. Moi, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler pourquoi? Parce que les mêmes qui disent faire ça sont mariés aux femmes marocaines. C'est la mode maintenant. Tous les nègres, les noirs arabisés qui sont dans les cités, ils n'ont qu'un seul rêve pour le moment. S'ils ne parlent pas de tatouage, ils parlent de piercing, ils parlent du rap à longueur de journée.
Et le Graal pour eux, quand ils ont réussi leur vie, que ce soit dans le football, que ce soit dans la musique ou quoi que ce soit, ils finissent par épouser soit des femmes arabes, soit des femmes blanches. C'est aussi un autre problème très important. Et vous avez un exemple en la matière, c'est bien sûr les frères Pogba, qui sont trois et qui ont pu faire quelque chose que la science elle-même n'arrive pas à expliquer jusqu'à aujourd'hui. Ça dit quoi? Quelqu'un qui est né dans un environnement, des enfants nés dans un environnement où ils avaient autour d'eux des belles femmes noires, c'est-à-dire que l'idéal même de la beauté à partir du moment où tu es né dans une famille noire, c'est essentiellement l'image que reflète ta sœur noire ou bien l'image que reflète ta mère qui est noire. Mais la science n'arrive pas à expliquer comment trois enfants nés dans une famille ont par la suite adopté l'islam de deux, ont par la suite épousé, je dis bien tous, des femmes blanches. Je dis même au niveau de la science, jusqu'aujourd'hui c'est incapable. Ils sont incapables d'expliquer ça de façon logique et de façon rationnelle. D'autant plus qu'ils sont nés dans des familles noires où aux alentours, vous avez logiquement une éducation dès le bas âge. C'est quelque chose d'inexplicable. Donc les scientifiques n'ont pas pu donner une réponse, ce n'est pas moi Bertie qui vais le faire. Je reviens sur l'éducation. Déjà, ça parlait de l'éducation. Donc, ce que nous inculquons comme valeur dès le bas âge à nos enfants, on doit prêter attention à tout ça. Ce que nous inculquons comme valeur, il faut prêter attention à tout ça. Il ne faut pas éduquer dès le bas âge en déplaçant la conscience historique de nos enfants vers tout ce qui est Arabie Saoudite. C'est ça le danger. Vous éduquez un enfant dès le bas âge, un enfant africain né et grandi en Europe, qui autour de lui n'a que des Arabes. Autour de lui a certains blancs. Autour de lui a ses propres frères noirs qui font tout comme les Arabes. Je reviendrai dessus. Mais quand vous éduquez les enfants africains en déplaçant leur conscience historique vers l'Arabie Saoudite qui est la Mecque, c'est-à-dire que l'enfant, bien qu'il soit noir, bien qu'il soit africain, doit tout faire, mais en se mettant dans un coin de la tête qu'il y a un endroit le plus beau sur cette terre, le paradis sur cette terre, c'est qu'au moins une fois dans sa vie, il doit parler en vacances en Afrique, voir la terre de ses ancêtres, mais obligatoirement, il faut qu'il aille à la Mecque. Premier problème, vous éduquez vos propres enfants dans la haine, dans la détestation de l'autre, dans le rejet de l'autre. L'enfant chrétien qu'on éduque en France, comme aujourd'hui c'est la mode, avec nos mamans, nos frères et sœurs qui dansent et chantent dans les églises toutes les soirées, vous éduquez vos enfants en rappelant à ces enfants qu'il y a une terre promise qui est Israël. On a maintenant une nouvelle vague d'aliénés sur Internet qui font des trucs tous les jours avec Israël, où je ne sais plus, ils montrent quoi là. Ils parlent des juifs congolais, je ne sais où. Ils sont nombreux sur la toile ces derniers temps, dans une folie collective. Maintenant de trois. Vous éduquez vos enfants en leur rappelant qu'il y a une terre sainte qu'on appelle le Vatican et qu'il faut qu'au moins une fois, les enfants africains nés et grandis en Europe, qui sont chrétiens, fassent un déplacement là-bas, je ne serait-ce que pour le pèlerinage et je ne sais quoi. Alors, il faut faire attention à tout ça. Le problème part de là. Donc, au fil du temps, vous avez des enfants que vous éduquez dans nos cités. Je vais insister dessus parce que la majeure partie des enfants noirs qui se trouvent dans des cités sont musulmans. Vous avez donc des enfants que vous éduquez en leur rappelant que l'être le plus parfait sur cette terre, l'être le plus parfait que Dieu ait créé, c'est un arabe au nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu des commentaires tout à l'heure, j'ai tout vu ici où les gens disaient que de toute façon, n'essayez pas de nous diviser avec les Arabes parce que les Arabes sont nos frères. Il est hors de question qu'on m'oppose à un Arabe parce que nous sommes de la même religion, on prie dans les mêmes mosquées. Je vous ai rappelé, pour ceux qui faisaient des lives, ceux qui ont fait des publications, en insultant dans tous les sens, en disant que les Arabes, on va les avoir, on va faire ci, on va faire ça. Je rappelle que vous aurez sur votre chemin, les premiers qui vont vous combattre sont d'abord les Noirs musulmans. Les Arabes sont de l'autre côté, ils n'ont même pas besoin de se casser la tête, ils n'ont même pas besoin de se défendre. Ceux qui vont lutter pour eux, qui vont défendre leur cause, ce seraient des Noirs. Les Noirs, je vais dire ici les Noirs islamisés. C'est pareil que ce live que je suis en train de faire. C'est un risque que je cours parce que je sais que la plupart des gens qui vont regarder, à partir du moment où ils vont dire, attends, celui-là, il ose quand même parler de mes frères arabes avec qui je prie. Je ne suis pas en train de parler mal de qui que ce soit. Mais il y a de fortes chances, comme beaucoup ont tenté de faire des trucs, ils vont venir que, ah, celui-là, il a osé parler de mes frères, ils vont aller signaler les lives.
C'est comme ça que ça se passe. Du moins, ce n'est que ça que j'ai connu en France. Je vis dans des cités. Je fais des déplacements. J'ai même donné des conférences dans des quartiers où j'étais au contact des jeunes de mon quartier, de ma ville. J'essaye de prendre le pouls et je me dis c'est très grave. C'est très très grave. Nous sommes dans une situation assez compliquée. Nous sommes dans une situation délicate. Il faut que notre communauté se réveille. J'ai des éléments, j'ai des arguments, j'ai du contenu pour ce live. Ceux qui vont rester, merci à vous. Voilà, merci à ceux qui vont prendre le temps de rester pour suivre ce live qui me semble, voilà, importantissime pour notre communauté. Je vais aller point par point sans me précipiter. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver dans le live, merci d'être venus. Surtout, n'oubliez pas de partager le live et inviter le maximum de personnes possible. Salut à toi, Christian. Donc, j'étais en train de dire ceci. Je vois le commentaire des frères qui disent « La guerre doit être économique, politique, boycotter les produits maghrébins halal. Valorisons et enrichissons nos produits, nous en tant qu'Africains. » Ça, c'est un truc qui me fait un peu rigoler. Même si, oui, c'est pas mal, on va dire. C'est un souhait. C'est un vœu qui risque de ne pas arriver de sitôt parce qu'on a une communauté, encore une fois, qui est tellement désorganisée. Mais remarquez ceci à chaque fois que c'est avec une facilité déconcertante qu'on peut s'attaquer au noir. Il y a quelqu'un qui dit, Fela, Bertil, sache que dans les écoles de commerce, l'Égypte est au Moyen-Orient. Mais bien sûr, j'ai une vidéo ici que j'ai publiée il y a peut-être 6 mois aujourd'hui. J'étais allé au musée du Quai Branly. Quand vous allez au musée du Quai Branly, il y a tout, vous voyez en fait, il y a l'Afrique, vous avez tous les continents, il y a l'Océanie, il y a toutes les divisions, l'Europe, l'Asie, tout ce que vous voulez. Mais quand vous arrivez, j'avais montré ça ici, il y a encore même des vidéos, même sur ma chaîne YouTube, vous tapez Bertil Le Kamit, vous profitez pour vous abonner, vous allez voir la vidéo encore disponible. Ils sont venus au niveau de l'Afrique du Nord, ils ont coupé la partie Égypte, ils ont rattaché l'Égypte au Moyen-Orient. Pour dire qu'en fait l'Égypte était un accident géographique. L'Égypte ne doit pas se retrouver en Afrique parce que cette brillantissime civilisation en aucun cas ne peut être bâtie par des nègres qui sont sales, qui n'ont pas de cerveau, qui sont de la merde et tout. J'ai dit bien au musée du Quai Branly, tout est là. Donc cet exemple-là, vous allez encore voir quelque chose. Je viens de me rappeler de ça. Hier, c'était l'autre jour. Vous avez bien remarqué. Non, beaucoup n'ont pas d'ailleurs remarqué ceci. Demandez-vous pourquoi quand le Sénégal joue, quand le Congo joue, le Cameroun joue, tous ces pays du sud du Sahara jouent la Coupe d'Afrique. N'est-ce pas? Il n'y a pas le musée, l'Institut du monde arabe n'ouvre pas ses portes pour le Congo. L'Institut du monde arabe n'ouvre pas ses portes pour le Sénégal. Pourtant, il y a des millions de musulmans au Sénégal. L'Institut du monde arabe n'ouvre pas ses portes pour le Mali. L'Institut du monde arabe n'ouvre pas ses portes pour tous ces pays. Mais l'Institut du monde arabe en France a ouvert largement ses portes aux Algériens, Tunisiens, Marocains qui étaient à la Coupe d'Afrique, Égyptiens et autres. Et vous allez même voir les images de la finale. J'ai quelques images ici, je ne sais pas si j'ai pris le soin de... Vous allez voir, quand on montrait la grande salle, c'est-à-dire l'Institut du monde arabe, vous avez là-bas tout ce qui est algérien, marocain, tunisien. Mais ils se sont retrouvés là-bas pour faire la fiesta et tout. L'Algérie a gagné, ils sont tellement contents, ils ont fait la fête. C'est un signe qu'on envoie. C'est des gens qui, au fond, refusent cette africanité. L'Algérie, c'est en Afrique. La Tunisie, c'est en Afrique. Mais pourquoi pour un match Sénégal où il y a des millions de musulmans? Je réponds ici à ceux-là qui pensent toujours que non. En tant que musulmans, de toute façon, pour eux, en tant que musulmans, ils sont des frères des Arabes. Pour eux, en tant que musulmans, l'islam, c'est pour tout le monde. Je vais toujours vous rappeler ici, et 1000 fois, je vais toujours prendre le soin de vous le rappeler, que l'islam est une religion à la base qui est arabe. C'est une religion arabe à la base. Même si par la suite, elle s'est répandue dans le monde. Elle est à la base. Voilà un exemple simple. Le match
Algérie, Nigeria, tous les matchs de ces pays maghrébins à la Coupe d'Afrique étaient diffusés, je dis bien diffusés, largement dans l'Institut du monde arabe en France. Ça n'a pas été diffusé. Il y a le Mali qui est un pays musulman, il y a le Sénégal qui est un pays musulman. Pourquoi le match Sénégal-Tanzanie, ils n'ont pas diffusé ça là-bas? Ils ont parlé de l'Institut du monde arabe. Si vous voulez comprendre, vous comprenez. Vous ne voulez pas comprendre et vous voulez toujours aller jouer les larbins pour vous faire accepter des autres, c'est votre problème. Vous forcez le contact. Les gens font tout pour vous rappeler qu'ils ne sont pas pour vous et que pour eux, vous n'êtes que des simples nègres, des descendants d'esclaves. Vous forcez, c'est votre problème. Après, il faut juste assumer. Il faut juste assumer. Donc, j'ai abordé le point ici, éducation. Et au moment où je suis en train de parler, j'ai une pensée pour un frère avec qui je regardais le match la dernière fois. Je vous avais parlé de ça dans l'un de mes directs ici. J'ai regardé le match Nigeria-Algérie. J'avais à côté de moi un frère guinéen qui supportait l'Algérie avec une ferveur pas possible. Je lui ai dit, mon frère, il y a un problème dans ta tête ou quoi? Il me dit, non, je supporte l'Algérie, ce sont nos frères musulmans, on prie dans les mêmes mosquées. J'ai dit, ah, comment ça peut se faire que tu supportes l'Algérie? C'est un exemple que je prends, c'est un exemple simple. Et je veux bien faire la différence ici avec nos frères qui sont bien sûr maghrébins, mais qui sont noirs comme nous autres et qui sont fiers de cette africanité-là, même s'il y en a très peu. Je rappelle que même s'ils sont noirs de peau, pour la plupart, c'est des gens qui, dans leur tête, sont arabes et qui n'ont rien à voir avec l'Afrique subsaharienne. Mais ça, c'est un autre débat. Mais maintenant, je demande aux frères, qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais je supporte, je suis libre et tout. Première raison, je suis libre. Deuxième raison, je supporte parce que c'est mes frères musulmans. Troisième raison, ma femme est marocaine. Voilà le frère guinéen. J'aurais souhaité aujourd'hui rencontrer le frère guinéen et lui dire que, ok, voilà donc ton frère guinéen Barry qui a été tué parce que celui qui l'agressait, le raciste qui l'agressait, pensait qu'il était noir sénégalais et qui lui a rappelé, on vous a niqué votre race ce soir, on a gagné les nègres du Sénégal et tout, bâtard, commençait à insulter. Voilà comment les choses se passent. Je lui demande, mon frère, tu penses que vraiment ta femme marocaine serait capable, elle, de supporter, par exemple, le Congo contre l'Égypte dans un match? Tu crois un seul instant qu'elle serait capable de le faire parce que toi, son mari, tu es guinéen? Laissons même le Congo, je prendrai même l'exemple de son propre pays, la Guinée. Est-ce que tu penses que ta femme marocaine peut supporter la Guinée contre le pays voisin, l'Algérie, sous prétexte que tu es son mari guinéen? C'est des questions simples à se poser. Mais tant que les nègres ne veulent pas comprendre ça, ça c'est leur problème. Après ce qui arrive, il faut qu'à un moment, les gens reconnaissent que nous sommes dans une communauté de suiveurs. On est dans une communauté d'aliénés. On est dans une communauté des gens qui ne s'acceptent pas, qui font tout pour se nier, pour se rejeter, pour se refuser eux-mêmes. On est dans une communauté où les gens font tout pour ressembler aux Arabes. J'ai fait une vidéo dessus il y a plus de 2 ans aujourd'hui. Quand je suis arrivé en France, j'étais effrayé. Je n'avais jamais vu ça. Des Noirs qui se comportent comme des Arabes. Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. Je dis, c'est un truc de malade. Tu as des jeunes ici qui te disent Zama, tu me fous la honte. J'ai dit, des jeunes Noirs, ils ont des mots là, wesh. Wesh ici, il faut bien le rappeler, c'est un mot encore arabe pour ceux qui ne le savaient pas. Wesh vient de weshrak. Les Arabes ils disent weshrak. C'est toujours des mots, c'est le diminutif que dans toutes les cités ici les gens utilisent, c'est des mots au quotidien. Il y a encore un autre mot, sartek. Ils ont des mots comme ça, miskin. Ils ont des mots miskin. Shoma, tu me fous la honte. Zama, devant tout le monde, genre tu te crois quoi. J'ai halluciné quand j'arrivais dans des cités, j'ai discuté avec des jeunes. Ils me parlent, à un moment j'ai l'impression que si je ferme juste les yeux, je ne vois plus le noir qui est devant moi. J'ai l'impression que j'ai affaire à un arabe. J'ai dit, mais pourquoi à chaque fois tu es obligé d'utiliser les mots des arabes? On est dans une sorte d'arabisation de notre communauté. On est dans une sorte de recolonisation de notre communauté. C'est inacceptable. Eh wesh, sur la vie de ma mère, je suis niqué ta pute de race. Ouais, Sartek, oh miskin, alhamdoulilah, ils ont toujours ces trucs que je ne comprends toujours pas. Je rappelle, je travaille avec les jeunes de cité. Je vais à leur rencontre. J'ai même donné des conférences dans des salles de ma ville. J'ai invité ces jeunes, j'ai dit, venez écouter l'histoire de votre continent. Venez, je vous parlerai de l'Afrique. Quand je veux parler,
Ils sont peut-être au départ 8, 9 qui m'écoutent. Après, il y en a même qui m'avaient demandé, mais attends, le mec, wesh, il a un problème ou quoi? J'ai dit non, je suis votre frère. Donnez-moi juste quelques minutes. Écoutez-moi. Il y en a qui étaient de l'autre côté, parlaient du rap, d'autres parlaient du piercing, d'autres parlaient du boba. Et il y avait à l'époque, là, voilà, boba contre Caris, quoi, la bagarre entre eux. Wesh, ils parlaient de leur truc, sur la vie de ma mère. Il y a de la chicha ce soir, mec. Tu viens pas à la maison et tout. Ils faisaient des trucs de wesh. Ils disaient, oh, oh, la France, on est où? On est où? On va où? C'est quoi ces gens qui n'ont pas de fierté? Pourquoi en tant que noir, tu es obligé de parler comme un arabe? C'est quoi ces gens qui n'ont pas de fierté? Est-ce que vous avez vu les arabes parler les mots, utiliser les mots de votre langue? Vous avez vu quel arabe utilisait le mot du bambara? Vous avez vu quel arabe utilisait le mot du soninké? Ou bien du wolof? Ou bien, je ne sais pas, du poulard et autres? Ils s'en foutent complètement. Ils n'en ont strictement rien à cirer. Montrez-moi une fille, je ne sais pas, malienne ou sénégalaise ou congolaise qui est mariée à qui est mariée peut-être, je ne sais pas, à un Algérien, à un Marocain, je ne sais plus. Ils n'en ont strictement rien à foutre. Ils ne veulent pas des gorilles, des singes dans leur famille. Ils ne veulent pas mélanger leur sang avec des nègres. On a des millions d'exemples en France, mais les Noirs refusent de le voir, les Noirs refusent de l'accepter. Et le jour où le malheur arrive, ils sont toujours en train de crier, ils sont toujours en train de râler. Et il y a toujours certains Arabes qui connaissent très bien que bon, les Noirs, c'est facile de les avoir. Ils savent très bien. Ils viennent, ils vont dire que non, Rouya, tu sais, les gens, ils tentent de nous diviser. Pourtant, on est des frères. Hein, on est nés dans des cités, on a grandi ensemble ici. Hein, les gens de l'extérieur veulent nous séparer. Pourtant, c'est le même. À côté, quand il se voit, il va te voir avec sa soeur. Il va te dire, oula, oula, tu t'en pas toucher ma soeur. Parce que ma soeur, elle est sacrée, elle n'a rien à foutre avec les nègres. Mais il y a quand même des nègres qui vont venir dire, non, c'est un arabe, c'est mon frère. L'Algérie, c'est chez moi, ma femme est marocaine. Ils ont toujours des prétextes bidons. Ils ont toujours des prétextes bidons pour supporter leurs frères. Ceux qui essayent même de se battre sont vilipendés en premier par les mêmes. Je vais maintenant aborder la question des alternatives si vous voulez. On va dire ça comme ça dans un premier temps. Et quand je reviendrai en détail dessus, avec plus de détails, vous comprendrez pourquoi je parle de cette alternative. C'est le cas au Cameroun. Je vais prendre l'exemple de mon propre pays, vu que c'est aussi une pourriture. Il y a ceux qui m'ont dit, oui, tu te permets de parler de la Côte d'Ivoire, pourtant ton pays c'est de la merde. Et j'accepte que le Cameroun, oui, c'est une grosse pourriture. Et il faut qu'on installe d'urgence le président qui a gagné l'élection, Maurice Kamto, pour qu'on reconstruise un nouveau Cameroun. Il y a des Camerounais qui disaient, oui, il faut qu'on essaye de passer à autre chose. On en a marre avec Camerco. Non, on en a marre avec Royal Air Maroc. Parce que Royal Air Maroc, récemment, il y a eu plusieurs scandales. Ce n'est pas le seul scandale, il y a eu plusieurs scandales. Il y a des Noirs qui avaient pris l'avion, je ne sais pas, du Congo, qui partaient en France. Et il y avait une escale de Royal Air Maroc à l'aéroport Mohamed V de Casablanca. Quand ils arrivent là-bas, il y a au même moment plusieurs Marocains qui sont en train d'aller en France. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont descendu tous les nègres qui étaient dans l'avion. Pas pour les installer, pas pour les loger dans un hôtel, mais pour les laisser dans le hall de l'aéroport comme ça, sur des petits matelas. Il y a même d'autres qui dormaient à même le sol, qui n'avaient même pas les matelas de 5 centimes. Ça a fait un scandale, les gens se sont plaints. Non, Royal Air Maroc, c'est de la merde parce que tout le temps, on vole des bagages, il y a toujours des bagages qui sont perdus. Il y a tellement de problèmes avec ces... Il y a toujours des gens qui se plaignent. On en a marre avec Air France, on en a marre avec ceci. La question de l'alternative. Qu'est-ce que derrière le Cameroun propose? Qu'est-ce que le Cameroun derrière propose? Même moi qui parle, on parle de patriotisme économique. Si je vais chez moi au Cameroun en vacances, je ne prendrai pas Camerco. C'est aussi simple que ça. Je ne prendrai pas une agence où on n'avertit pas, on n'avise pas, on ne s'excuse pas. Quand il y a des retards, on insulte des gens. Tu as des hôtesses de l'air qui te regardent avec condescendance, comme si tu sentais même. Il y a d'autres qui te parlent du n'importe. Je préfère prendre même, je ne sais pas, Air China. Je vais prendre n'importe quelle agence pour aller dans mon pays. Si on respecte mon argent, si mon timing est respecté, si voilà, on m'accepte en tant que voyageur. Il faut que derrière,
les gens soient capables de proposer des alternatives crédibles. C'est le problème dans notre communauté. J'en viens pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui disaient, oui, il faut qu'on passe à autre chose, on en a marre de ces Arabes, il faut qu'on boycotte tous les produits halal. Salut, bienvenue à Soa Possal et Kambi, je suis content que tu sois dans le live. Alors, j'étais en train de dire ceci. Il y a le frère qui dit il faut boycotter tous les produits halal. Maintenant, s'il faut boycotter tous les produits halal, qu'est-ce que les Noirs musulmans eux-mêmes proposent? Voilà la question. Une autre question que j'ai posée au début. Si vous êtes donc contre cette contrée Algérie-Maroc, où est-ce que vous mettez des millions de Noirs qui peuplent cette région de notre continent? Il ne faut pas tomber dans des faux pièges. Des gens qui font tout pour nous diviser du Maghreb. Il y a ceux qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord que le Maroc intègre la CEDEAO. Mais le Maroc, c'est un pays frère. Il y a des millions de Noirs au Maroc, des millions de Noirs en Libye, des millions de Noirs en Égypte. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Maintenant, quand nous traitons avec eux, c'est à l'Africain, le subsaharien, d'être jaloux de ses intérêts. C'est aussi simple que ça. Je ne vois pas ce qui m'empêche d'être en rapport avec un Marocain. Je ne vois pas ce qui m'empêche d'être en rapport avec un Égyptien ou bien je ne sais qui. Mais à partir du moment où je traite avec lui, je ne dois pas oublier que je suis africain, que je suis subsaharien, que je suis noir et que s'il y a peut-être quelqu'un à liquider, il y a quelqu'un à solder le plus rapidement possible, je serai la cible. L'Africain doit agir en tenant compte du fait qu'il est dans un monde de requins où on ne veut pas de lui. On ne veut pas de lui tout simplement parce qu'il est noir. La Côte d'Ivoire peut bien sûr, et je rappelle que le Maroc, depuis plus de 10 ans aujourd'hui, est le premier partenaire économique du Maroc et de la Côte d'Ivoire. Le Maroc a même pu dépasser la France à ce niveau. Mais si les Africains, les subsahariens que nous sommes jaloux de nos intérêts, on peut traiter avec tout le monde entier, ce n'est pas là le problème. Sachons être jaloux de nos intérêts. Sachons protéger nos enfants qui sont à l'étranger. Regardez récemment, on va se plaindre. Bien sûr, le Sénégal a tout fait. Le Sénégal a joué. Le Sénégal a fait un beau match, mais le Sénégal a perdu. En dehors, l'Algérie quand même, sur la longueur, sur toute la compétition, l'Algérie, il faut être honnête, mérite de gagner cette Coupe d'Afrique. Même si l'Algérie n'a pas donné tout en finale, ils ont donné en fait tout pour défendre. C'est justement parce qu'ils avaient déjà un avantage sur le score. Et maintenant, c'était aux Algériens, aux Sénégalais de tout donner pour remporter le match. Si maintenant il y avait peut-être un but partout, ça aurait transformé les choses, ça serait devenu un autre match. Mais je prends cet exemple pour rappeler que on a quand même derrière certaines autorités algériennes qui ont pris ce problème-là vraiment à cœur. C'est des choses qui m'ont touché. Pourquoi nos dirigeants ne sont pas capables de faire pareil? Plus de 25 à près de 30 000 Algériens sont venus voir le match gratuit. Je dis bien gratuit, en présentant uniquement leur passeport. Et il y a eu plus de 40 vols, y compris les vols commerciaux, les avions militaires qui sont partis d'Alger, qui sont partis de toutes les grandes villes de l'Algérie pour aller regarder cette finale. Les gens sont partis, n'oubliez pas, de la Tunisie. Les gens sont partis, les Égyptiens eux-mêmes étaient nombreux au stade. On a vu des Marocains, on a vu des Libyens, on a vu tous ces gens-là réunis parce que avant tout, dans leur subconscient, et dans la conscience collective, si vous voulez, c'est la Coupe du Maghreb. Ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est leur problème. Les nègres qui étaient là pour supporter l'Algérie parce que soit ils ont un ami algérien, soit ils ont une femme marocaine, soit ils ont un patron qui est algérien. Ce que le nègre ne veut pas comprendre, c'est aussi simple que ça. La coupe, c'était la coupe des Maghrébins. Ils ont voulu que ça reste au Maghreb. Tous ceux qui ont fait le déplacement dans cette région de notre continent le faisaient ils ont d'abord soutenu l'Algérie parce que bien sûr, malgré tout, l'Algérie c'est un pays du Maghreb et c'est entre eux les Arabes, c'est entre eux les Blancs. Tant que le nègre ne comprend pas ça, c'est un gros problème. J'ai rappelé à mon frère guinéen qui était assis que le joueur que tu vois au stade, il s'appelle Sofiane Fegouli, l'ancien de Valence. Sofiane Fegouli qui est là, le dossard 10, là, Fegouli, a rappelé aux nègres en 2014, quand l'Algérie s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Brésil. Il a pris le micro, il a rappelé à tout le peuple, parce qu'il y avait des millions de Noirs qui étaient agités
Oh, un pays africain est en huitième de finale et tout. Un pays africain va battre l'Allemagne, un pays. Le mec a pris le micro, il a été clair dans son discours. La qualification de l'Algérie pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde est dédiée au monde arabe. Il n'a pas parlé de l'Afrique. Vous comprenez ça? La qualification, n'est-ce pas, est dédiée au monde arabe. Autrement dit, la qualification de l'Algérie, ce n'est pas pour les petits nègres que vous êtes. Laissez-nous dans notre monde. Mais c'est les mêmes gens qui traînent tous les jours avec les noirs. Quand il gagne son salaire, je ne sais pas dans quel club, bah, il conduit, je ne sais pas. Parfois même ses potes, même les potes des cités, c'est des gens qui conduisent tout ça, c'est des potes, c'est des noirs. Tu as parmi des Maliens, des Congolais, des Camerounais. Et il ne faut pas faire la différence à ces niveaux. Hein. Parce que même les Congolais qui sont majoritairement chrétiens, les Camerounais qui sont majoritairement chrétiens, tous ces gens-là, quand ils se retrouvent dans des cités, pour la plupart, même si pour la plupart, c'est des gens qui sont musulmans dans leur tête. Hein. Il faut voir même en France. À la base, tous ces gens-là, c'est des gens qui se sont islamisés tous. Hein. Vous pouvez voir, je ne sais pas, Maître Gims, c'est des musulmans. Vous pouvez voir le rappeur qu'on appelle, je ne sais plus comment là. Il y a l'autre rappeur là, tous c'est des musulmans. Tous, je dis bien tous. Vous avez Nicolas Anelka, le footballeur, tous c'est des musulmans, c'est des gars, tous. Vous comprenez ça? Je vais maintenant prendre ce côté. Il y a ceux qui disent que ah, tu déranges. Le truc, c'est que c'est des vérités. C'est des vérités crues que certains ne veulent pas comprendre. Il y a certains noirs qui pensent que il faut toujours leur dire ce qui les arrange. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui vous arrange. Je vous ai dit, je vais au contact. Je vais au contact. Je vais prendre donc l'exemple. Si tu trouves qu'il n'y a pas de rapport, tu peux partir du live ou bien tu peux mieux m'expliquer. Voici un autre qui disait trop fâché. Ça va gagner quoi? Soit les lois pour ce genre de choses. Leur prophète n'a rien à voir avec les mauvais comportements vis-à-vis des Noirs. C'est dans leur cœur avant l'arrivée de leur prophète, s'il vous plaît. Ne mélangez pas le problème des Arabes avec l'islam. Bon, vous aurez toujours des nègres qui viendront tenir ce genre de discours. Ça ne surprend plus personne. Donc, il y a déjà la première des choses, c'est de s'indigner du fait que son frère, un être humain qui est guinéen, soit tué. Mais non, le mec d'abord vient dans le discours. Donc tout ce qu'il a vu comme publication, dans la publication, le mec vient d'abord défendre l'islam en premier. Faut pas l'en vouloir. Faut pas l'en vouloir. C'est que dès le bas âge, les gens ont été moulés, les gens ont été formés. Dès le bas âge, ils ont été moulés pour, leur conscience historique, comme je disais tout à l'heure. Voilà, ces enfants ont été orientés, c'est leur conscience historiques ont été systématiquement orientés vers l'Occident, soit orientés vers l'Arabie. Après, il ne faut pas voir le miracle, il ne faut pas voir de miracle en ça. Je vais donc prendre un autre exemple simple. Les frères ont fait plusieurs vidéos sur la toile pour dénoncer. Plusieurs ont dit il faut qu'on boycotte les produits halal. Il faut qu'on boycotte les produits halal parce que ces gens se font des millions derrière. Nos frères musulmans noirs viennent acheter des produits halal. Montrez-moi un seul noir, soit je ne sais pas musulman ou noir quoi, qui contrôle ce secteur. Le secteur est contrôlé par les Arabes. Vous faites seulement les bruits pour faire des bruits. Derrière, on ne propose rien. Mais c'est normal qu'ils se font des millions. Derrière, vous proposez quoi? Vous proposez quoi? C'est ça le problème. Il faut des alternatives derrière. Vous dites, il ne faut plus manger halal. Mais je dis, c'est un faux débat pour ceux qui tiennent ce discours. C'est qu'ils refusent soit de voir la réalité, soit c'est qu'eux-mêmes ne comprennent pas ce qui se passe dans leur environnement. Premier problème. Le marché du halal en France, c'est des milliards d'euros. Milliards d'euros. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, 70%, je dis bien 70% des boucheries en France sont des boucheries halal. Même les Français eux-mêmes, les Français de souche des Blancs, Français ont du mal. Eux-mêmes mangent halal. Il n'y a pas de problème au halal. Moi, je mange le halal, j'adore, je mange tout. Tant que c'est bien fait, c'est bien cuit, moi je mange. Je ne suis pas là pour voir si c'est halal ou c'est pas halal, moi je mange, je n'ai pas de problème à ce niveau. Mais quand les Noirs viennent faire des discours avec des vidéos à la con sur Internet pour dire qu'on doit boycotter tous les produits halal,
Derrière, vous proposez quoi? Ok, je ne vais plus aller acheter halal. Derrière, qu'est-ce qu'on me propose? Il n'y a aucune alternative. Il faut arrêter de faire des bruits pour rien. Arrêter de vociférer sur Facebook en disant qu'on peut se passer. Je rappelle que même les Blancs français ont du mal à se passer parce qu'ils ont gagné ce secteur. Le secteur de la boucherie en France, je dis plus de 70%, sont des boucheries halal. Ce sont eux qui contrôlent une grande part de ce marché. Vous avez une vidéo, si vous voulez, j'aurais pu vous montrer la vidéo ici, à Saint-Denis, qui est l'une des plus grandes villes de France. La plus 90%, 80% même de cette communauté là-bas, de la communauté, c'est une immigration nord-africaine et un peu subsaharienne aussi. Allez voir à Saint-Denis, les Français eux-mêmes se sont plaints. Les Français eux-mêmes se sont plaints en disant ceci de façon claire que comment dans une grande ville comme celle-là où les rois de France ont été enterrés, on n'a qu'une seule boucherie traditionnelle française. Eux-mêmes ils n'y arrivent pas. Les Français eux-mêmes ne parviennent pas. Ce n'est pas quelques petits nègres qui vocifèrent, qui végètent partout en France, qui vont venir créer le halal du jour au lendemain. Ce secteur est contrôlé par eux. C'est les vérités, il faut dire ces vérités-là. Ça pique bien sûr. Moi-même, j'en fais partie, je me sens aussi concerné en tant que Noir, en tant qu'Africain. Il ne faut pas oublier ces détails-là. 60% à 70% des marchés périodiques, les marchés les samedis, les dimanches, les samedis ou les mercredis, les marchés que vous voyez un peu partout, mais tout ce qui est fruits, légumes, tous ces secteurs sont contrôlés par les mêmes gens. Vous n'y pouvez rien. Donc si on veut déjà commencer à être sérieux, il faudra qu'on commence à ce niveau-là nous-mêmes, par prendre ces secteurs et contrôler ces secteurs d'activité. Parce qu'on a tué un frère, je suis d'accord, je suis contre ces assassinats. J'ai d'ailleurs dénoncé, j'ai respecté une minute de silence au début de ce live pour rappeler qu'il est inadmissible qu'on tue les frères de cette façon. Mais il faut que, si les gens doivent nous respecter, il faut déjà qu'au préalable que nous commencions déjà par là. Ce secteur est contre ces secteurs, tous ces secteurs dont je vous parle. Et ne voyez pas parce qu'il y a des noirs dans plusieurs secteurs, dans certains secteurs en France, que vous pensez que derrière ceux qui contrôlent, ce sont des noirs. Vous avez par exemple le métier d'agent de sécurité. Il y a énormément de noirs en France. Moi-même, j'ai bossé dans ça. Moi, je suis un fait-tout. Le jour qu'on m'appelle, c'est la sécurité, je pars. Le jour qu'on m'appelle, c'est le nettoyage, je pars. Le jour qu'on m'appelle, on me dit déménagement, je pars. Moi, boulot, c'est boulot. Je ne suis pas venu en France pour le camembert. Je suis venu travailler, je veux l'argent pour rentrer chez moi. Dans le domaine de sécurité, ne croyez pas que parce qu'il y a beaucoup de Noirs qui sont tenus comme ça, agents de sécurité partout, que les Noirs contrôlent ce secteur. Non, ils sont des pauvres employés. Les patrons derrière qui ont ces sociétés, bien sûr, ce sont des Juifs, ce sont des Blancs français, ce sont des Arabes qui contrôlent ces secteurs. On a juste quelques Noirs qui tiennent debout devant les supermarchés, même si c'est un boulot, hein, c'est un métier. J'ai commencé par rappeler que moi-même, je suis passé par là. Même jusqu'à présent, quand on m'appelle, on me dit, il y a un bus, il y a un telle heure là-bas, voilà, on te donne un forfait de tel nombre. On te dit, voilà, il y a une mission, moi je pars, j'ai besoin d'argent, moi. J'ai besoin d'argent. Ces secteurs-là sont majoritairement contrôlés par les mêmes gens. Donc, à un moment, il faut quand même qu'on propose derrière. Quand vous regardez l'attitude de nos frères dans des cités, quand un Noir vient dire, par exemple, que je ne sais pas, à la mairie de sa ville, il dépose des dossiers pour dire oui, on veut des HLM, hein, on veut bien se loger, on veut ceci. Je rappelle que dans la majeure partie de ces espaces, dans les HLM, il y a beaucoup de nos frères, parfois, qui peuvent même bénéficier de, comment dire ça, des centres de loisirs, il y a des terrains de foot, il y a des piscines. N'oubliez pas qu'en France aussi, il y a énormément de piscines halal, mais je vous rappelle que si ce sont les Noirs qui déposent la demande pour une affaire de piscine halal, on s'en fout complètement. Mais le dossier, à partir du moment où c'est les Arabes eux-mêmes qui viennent déposer ça, les autorités françaises commencent à prendre très au sérieux leurs demandes. Quand ils menacent une fois, ils menacent deux fois, que nos femmes ne doivent pas aller dans des piscines se mélanger avec des kafirs. Elles doivent avoir leur piscine halal. À la lettre, c'est respecté. Quand ils font pression, quand ils commencent à faire pression pour quelque chose qu'ils réclament, leur dossier est pris très au sérieux. Mais quand il s'agit de quelques nègres, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a certaines choses que nous profitons.
fait, nous, on profite parce qu'il y a ceux qui ont fait des demandes à notre place. Mais en réalité, si c'était les Noirs eux-mêmes qui montraient leur tête et qui allaient se tenir devant pour dire que, ouais, nous voulons telle chose, ça n'aurait pas été possible. Parce qu'on ne nous respecte pas. Ces gens font tout pour montrer qu'ils ne nous aiment pas, qu'ils ne sont pas avec nous. C'est à nous d'abord, au sein de la communauté, de commencer par distiller cette chaleur, cet amour, cette envie de vivre, cette solidarité. Il y a des émissions, quand on montre, je suis choqué. Il y a une émission qu'on appelle les papas du cœur. Quand je vois cette émission, je suis choqué. Les papas du cœur. Rappelez-vous bien de cette émission. Allez cliquer même sur YouTube et regardez. On a des enfants qui partent d'Afrique, du Djibouti, du Congo, du Cameroun, des pays pauvres d'Afrique, qui naissent dès le bas âge, qui naissent, qui naissent avec des problèmes cardiaques. Et il y a des Blancs qui s'organisent en Europe, même si de l'autre côté aussi on sait qu'ils détruisent, c'est les mêmes qui vendent des armes, c'est les mêmes qui font tout le désordre, c'est les mêmes qui font le bioterrorisme, c'est les mêmes qui sont voilà, dans tout ce qui est faux. Dans ces émissions sur YouTube, allez vérifier, montrez-moi un seul noir qui vit en Europe, qui a pris sur lui. Pourtant, on a nos frères qui sont des grands ingénieurs, des grands pilotes, on a des frères, des industriels, on a des frères qui ont des grands postes, ils ont des directeurs, même on a tout dans notre communauté. Mais on montre des émissions où des Blancs regardent ça, ils sont choqués, ils sont touchés. Ils se disent, mais attendez, ces enfants ont des problèmes. Ils se mettent en difficulté. Ils vont à la préfecture, ils montent des dossiers, tout simplement pour accueillir ces enfants chez eux pendant 1 mois, pendant 2 mois, le temps qu'ils soient opérés, le temps qu'ils soient soignés, le temps qu'ils récupèrent de leur maladie, qu'ils récupèrent vraiment, avant de retourner en Afrique. Pendant ce temps, nous-mêmes, où sommes-nous? Si c'est les autres qui doivent faire ça à notre place, par la suite, comment vous voulez qu'on nous respecte? Je parle de l'émission Les Papas du Cœur. Il y a ça, on montre tout le temps. Les enfants en difficulté qui viennent se faire soigner en Europe. Et quand ils arrivent en Europe, ils se font soigner, ils récupèrent. Il y a certains qui restent, d'autres même sont adoptés dans des familles blanches. Donnez-moi le nom d'un seul que vous connaissez dans la communauté, un Camerounais qui est parti comme ça pour rien. Allez prendre un enfant, je ne sais pas où au Togo. Il a adopté, il est venu en France, il lui a donné une belle vie. L'enfant est allé à l'école, l'enfant a fait ci, l'enfant a fait ça. L'enfant est devenu un grand demain parce que... Regardez tous ces enfants qui émergent aujourd'hui. La plupart de ces gens, le gardien du PSG, c'est un enfant de Philippines qui a été adopté en France. La plupart, vous allez voir des enfants haïtiens adoptés. Vous allez voir la plupart, les gens dans leur communauté sont soudés. Les gens dans leur communauté font tout pour s'entraider. Les papas du cœur, quand je regarde, 99% c'est des blancs. Ils prennent nos enfants en charge. Ils mangent, ils se soignent. L'enfant fait caca, il faut nettoyer. Il ne voit pas qu'il a la peau blanche et qu'il est en train de nettoyer la merde d'un enfant noir qui est sorti d'un pays pauvre d'Afrique, qui est sorti d'un village pauvre du Djibouti. Parfois, ils disent même à leur travail, je viens de prendre en charge un enfant et diminuer mes heures parce que je veux prendre plus de temps pour m'occuper de cet enfant. Ils amènent ces enfants au restaurant. Mais attendez, combien sont capables de le faire dans notre communauté? La seule qui s'est battue, l'une des rares qui s'est battue, je prends le cas du Cameroun, qui l'a fait ici, pour notre frère Charles Sidi. Elle a été insultée partout, c'est une pute. Elle veut seulement l'argent des litchis. Elle a escroqué les gens. Combien de gens m'ont écrit? J'ai même fait des captures d'écran, j'ai gardé, après j'ai même effacé. Combien de gens m'ont fait des captures, des messages inbox pour dire que pourquoi tu parles du fils là comme ça, parce que cette dame de Rose se sert de cet enfant pour l'exploiter et autres. Il faut que désormais, les gens s'engagent et qu'il y ait de la solidarité dans nos communautés. Je ne comprends pas que je puisse être rejeté dans la communauté sénégalaise parce qu'on me voit comme un Africain chrétien. Je leur rappelle que je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Regardez-moi en tant que votre frère noir. Il faut que ça commence par là. Ne me regardez pas en tant que musulman, ne me regardez pas en tant que chrétien. Ne me regardez pas en tant que Bamileke, ne me regardez pas en tant que Zoulou, tout ce que vous voulez. Regardez-moi en tant que votre frère. C'est par là que ça commence. Il y a autant d'exemples comme ça qu'on peut prendre. On est en train de parler justice pour Adama.
justice pour tel. Il y a l'un des frères encore, je pense, qui a été emprisonné. J'ai vu encore les images l'autre jour. Justice pour Adama. Justice maintenant pour Barry. Après, ça sera justice pour qui? Ceux qui sont les leaders les plus grands dans notre communauté ne sont pas là pour nous soutenir dans nos initiatives. Ceux qui sont les leaders de la communauté, soi-disant des intellectuels africains en France, soi-disant de la communauté des entrepreneurs africains ou les entrepreneurs, oui, les entrepreneurs noirs de France. Qu'est-ce qu'ils font pour la communauté? Quand ils veulent nous distraire, ils viennent nous parler d'homosexualité, ils viennent nous parler des histoires qui n'ont rien à voir avec les problèmes que les Africains rencontrent au quotidien. Il y a une vérité, mes frères. Il y a une vérité, mes frères, il y a une vérité, mes sœurs. Tu ne peux pas partir de la France, n'est-ce pas, pour aller faire le miracle pour quelqu'un qui vit au Cameroun. Pourtant, dans ton immeuble, tu n'es pas capable de dire bonjour à ton frère camerounais comme toi. Arrêtons de nous tromper à ce niveau. Impossible. C'est les mêmes qui se jouent les petits Français en France. C'est les mêmes qui se jouent les petits Blancs. C'est les mêmes qui se jouent les mecs qui sont sortis des beaux quartiers, qui ont réussi leur vie. Il y a peut-être un frère camerounais en bas de ton immeuble qui n'a pas où dormir. Tu n'as pas pensé à lui. Et quand tu passes, tu l'entends parler. Il y a même l'accent. Tu sais que c'est ton frère camer. Mais tu fais semblant de ne même pas être du même cas. Tu fais semblant comme si tu ne voyais pas. En fait, tu ignores complètement et tu le fais exprès. Et le lendemain, c'est les mêmes gens qui sont là pour donner des leçons en disant oui, il faut bien que ça bouge, il faut bien que ça fasse ci. Vous n'allez pas aller faire le miracle. Vous n'allez pas faire le miracle au Cameroun quand vous n'êtes pas déjà capable, en France, de soutenir vos frères camerounais dans la communauté. Les voisins sont là, mais ne serait-ce que commencer par dire bonjour. Le halal, il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le halal. Le halal, c'est, comment dire ça, tout ce qui est viande bovine, des poulets, tout ce qui est, voilà, des viandes qui sont tuées selon des rituels musulmans. Voilà. Comme vous allez voir, il y a hyper caché chez les juifs, il y a halal chez les musulmans. Et voilà, bon, les chrétiens aussi, je ne sais pas s'ils respectent ça ou pas. Mais bon, toujours est-il que vous allez voir des noirs musulmans qui mangent halal. Vous allez voir des noirs qui sont des noirs juifs qui vont manger hyper cachère. Sauf que il n'y aura pas des noirs eux-mêmes qui vont manger des trucs issus de leur, voilà, de leur paradigme. Voilà. C'est des gens qui vont toujours aller dans le copier-coller. Vous aurez toujours des noirs qui vont se dire je suis descendant de Perse. Il y a des noirs qui vont se dire je suis descendant d'Arabe, donc je suis arabe. Il y a des noirs qui vous diront je suis juif. Il y a des noirs. Tous ces névroses qu'on observe dans la communauté noire. Ces névroses sont des névroses inacceptables en 2019. Il faut que certains de nos frères et sœurs noirs se soignent. C'est d'urgence. Et quand je parle de se soigner ici, ce n'est pas d'aller se coucher dans un hôpital psychiatrique. Mais quand je parle de se soigner, c'est de commencer par lire. C'est de commencer par étudier notre histoire. Cherchez à connaître qui vous êtes. Cherchez déjà à connaître qui vous êtes. D'où vous venez. Ça s'appelle de la négrothérapie. Et il faut davantage beaucoup de négro-thérapeutes dans la communauté noire. C'est par là. C'est par là. C'est de là que tout part. C'est par là que ça commence. Comment on va pouvoir créer une communauté de défense noire? S'il y a déjà parmi nous certains noirs qui vous diront non, allons nous attaquer aux Congolais, allons nous attaquer aux Ivoiriens, allons nous attaquer. Mais si tu dis aux mêmes noirs, bon, les Arabes ont tué un frère, il faut qu'on s'attaque aux Arabes. Il te dit non, mais tu sais, l'islam m'interdit de m'attaquer à un frère musulman. Vous savez, les Arabes, c'est comme nous et autres. Tu vas voir le chrétien, c'est pareil. Si tu lui dis, on va faire ci, il va dire, ah non, celui c'est mon frère en Christ. On veut donc des gens capables, voilà, de défendre la communauté. Mais si dès la base, nous éduquons nous-mêmes nos propres enfants dans la haine d'autrui, dans la haine des autres, parce qu'ils ne sont pas, ils sont trop noirs. J'ai vu des gens insulter certains frères sénégalais. Il y a sur la toile le frère Kevin Diatta, professionnel, je crois, au Standard de Liège, qui était avec l'équipe nationale du Sénégal en Coupe d'Afrique il y a encore quelques jours. Des gens vilipendaient sur la toile et ça venait de nos frères, d'un des musiciens ivoiriens de Bordeaux. Ça vient de nos propres frères sénégalais qui l'insultent en rappelant que non, il est trop noir, il n'est pas beau.
C'est les mêmes Camerounais, c'est des Ivoiriens, des Congolais, c'est les mêmes Noirs qui insultent leur propre frère parce qu'il est trop noir. Et il y a une belle petite blanche qui traîne à côté, ça semble être sa copine, un truc comme ça. Demain, vous allez entendre, il avait sa femme blanche, c'est les mêmes filles qui trouvent qu'il est laid, il est noir, qui vont venir se plaindre. C'est toujours ça notre communauté. Donc, poussez vos propres enfants à être contre leurs propres frères parce qu'ils sont musulmans. Je déteste ça plus que tout. Quand j'arrive dans une communauté et quelqu'un me demande, tu es de quelle religion? Non, mais ça, c'est un truc qui me choque plus que tout. Il y a d'autres qui m'ont dit, quand on te voit, tu ressembles à un Peul. Tu es Camerounais? J'ai dit, oui, je suis Bamileke. Il me dit, mais toi, tu as quand même un visage un peu fin, on dirait tu es les Peuls là, les Peuls du Nord. Je croyais que tu es musulman. Les gens m'ont souvent fait cette remarque-là. Mais je ne comprends toujours pas. Pourquoi tu me vois, moi, ton frère, en tant que musulman, en tant que chrétien, en tant que Toubou, en tant que, je ne sais pas, Ibo, en tant que ceci. Il faut qu'à un moment, on passe à autre chose. Il faut qu'on se mette au-dessus de ça. Si on ne se met pas au-dessus de ça, c'est impossible d'y arriver. N'oubliez pas pour ceux qui viennent d'arriver de partager massivement le live. Je rappelle qu'il y a un PayPal en ligne pour ceux qui veulent contribuer. Pour nos enfants qui sont en difficulté à l'extrême nord. Je rappelle que c'est important. Pour ceux qui veulent donner un coup de main, le PayPal est ouvert. Ceux qui demandent la parole, je vais donner la parole d'ici quelques secondes. Tout part de là. Quand un Français est en voyage au Togo, au Bénin, au Burkina, mais quand il arrive en terrain conquis, on va lui dire, mais attends, tu as osé t'attaquer à un Français. Tu as osé t'attaquer aux enfants de Macron. Tu as osé t'attaquer à un Chinois. Tu as osé t'attaquer aux enfants de Xi Jinping. Tu as osé t'attaquer à un juif. Tu as osé t'attaquer à un arabe. Ah, il ne faut même pas tenter. Non, c'est des gens qu'il ne faut pas toucher. Quand les gens tiennent ce genre de discours, mais bon, quand tu t'es attaqué à Mamadou, on dit bon, Mamadou. Tu t'es attaqué à, je ne sais pas, Fofana, on dit bon, c'est Fofana, tout ça. Tu t'es attaqué à Ngongang, ils vont dire bon, encore c'est Bamileke là, de toute façon. C'est pas le petit blanc français qui fait peur. C'est pas le minuscule chinois qui fait peur. C'est pas le minuscule arabe qui fait peur. C'est pas le minuscule juif qui fait peur. Ce sont des institutions fortes qu'il y a derrière ces populations. Ce sont les institutions fortes qu'il y a derrière un Français. Ce sont les mêmes institutions fortes qu'il y a derrière un Chinois. Parce que quand tu t'attaques à un Chinois, tu t'attaques aux institutions fortes qu'il y a derrière. On te dit, ah, tu as osé t'attaquer à un Américain. Les Américains, il ne faut pas jouer avec eux. Partout où ils se trouvent au monde, ils sont protégés. Quand quelqu'un te dit que ah, tu as osé t'attaquer à un Américain, mais c'est justement parce qu'il y a des institutions fortes derrière cet Américain. Un Français qui est en vacances au Cameroun, un Anglais qui est en vacances, je ne sais pas, au Bénin. Il faut qu'il appelle son ambassade. Dès qu'il arrive, il a enregistré, tout est respecté. Tu dois appeler ton ambassade pour dire je me trouve sur tel endroit, je suis en sécurité, je m'y sens bien, il n'y a pas de souci. Point, on passe. Le jour seulement que tu fais l'erreur de ne pas appeler pour dire que ah, je suis quelque part, c'est l'ambassade même qui t'appelle pour demander est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes en sécurité au Bénin? Est-ce que ça se passe bien et autres? Même à l'étranger, ils sont protégés. Les enfants camerounais crèvent en Guinée équatoriale, qui n'est rien d'autre qu'une région, une province du Cameroun. Les enfants camerounais crèvent au Mali. Les enfants camerounais vont même au Djibouti. Les enfants camerounais crèvent en Libye. Vous avez entendu quand Biya s'est levé dit que je vais défendre mes enfants. Vous avez entendu quand les dirigeants africains s'est levé et dit que nous allons défendre nos enfants. Même pour le cas de la Libye, on a parlé, j'étais moi-même le premier dans les rues quand on allait manifester devant l'ambassade de Libye à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On continue encore aujourd'hui de vendre les Noirs en Libye. Et ça passe sous silence. Les autorités n'ont pas pris le problème en main. Et après, les gens veulent qu'on les respecte. C'est quoi cette façon de fonctionner?
Donc les gens sont venus, les dirigeants africains arrivent en Libye. Au lieu de prendre tous les enfants africains qui s'y trouvent parce qu'ils sont en difficulté et les ramener d'abord sur leur terre, que ce soit au Togo, que ce soit n'importe où, qu'on les ramène dans des endroits où ils sont en sécurité, où ils peuvent se lever le matin et voir autour d'eux les gens qui leur ressemblent. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé à dire que non, cet enfant, il est du Togo, je ne le prends pas. L'ambassade a décidé que non, on ne va prendre que des enfants maliens. Ah non, on ne va prendre que des enfants camerounais. On ne va prendre que des enfants congolais. C'est quoi cette façon de fonctionner? C'est quoi cette irresponsabilité? Et on veut parler des États-Unis d'Afrique. Si on arrive quelque part, on voit un enfant togolais en difficulté, on le prend d'abord. Ça a été le cas en Afrique du Sud. Les minorités blanches sont attaquées. Tout de suite, la Russie se prononce. Les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, y compris la France. Il y a beaucoup de descendants français là-bas. Ils ont dit les premiers, nous sommes prêts à vous accueillir. Et ils ont envoyé des gens sur le terrain pour vérifier quelle est la situation et voir dans quelle mesure les faire partie tous de l'Afrique du Sud, pour ceux qui sont du moins en insécurité, les faire partie en Australie, un peu partout. C'est ça qu'on appelle un vrai peuple. Quand le français, l'anglais et autres se retrouvent quelque part en vacances au Bénin, ils cherchent d'abord sa communauté blanche. Que ce soit un anglais, un australien, ils s'en foutent. C'est ce qu'on appelle West. West anglo-saxon protestant. Ils cherchent d'abord les gens de leur communauté. D'abord, c'est de là que tout part. Et progressivement, ils avancent. Ils ont des auto-écoles françaises, ils ont des restaurants des Blancs, ils ont des centres de formation des Blancs, des écoles des Blancs, des quartiers des Blancs, boulangeries françaises. Vous avez tout ce qui concerne leur communauté, mais ils sont dans leur cocon. C'est un peu comme si on était dans un pays dans un autre pays. Ils sont dans leur cercle, ils avancent. Mais on a toujours des gens qui viendront faire la différence. On a des millions de descendants d'Indiens et de Pakistanais qui sont installés au Kenya depuis des générations. C'est pareil qu'en Afrique du Sud. Ils ont leur quartier à eux, tranquillement, ils mènent leur vie. Tu arrives, tu as l'impression que oui, bah, tu es quelque part en Inde ou tu es quelque part au Pakistan. Il en est de même en France. Dans le 13e arrondissement, quand vous allez à Belleville, vous avez les écritures chinois partout au mur. Vous avez l'impression que vous êtes en Chine. Les gens parlent chinois partout. Tu as l'impression que tu es en Chine. Ça ne pose pas problème aux Français. Mais si quelques Noirs veulent se rassembler quelque part sur la base de leur ethnie, ça pose problème. Les nègres veulent déjà se réveiller. Pourquoi ils font des groupes? Pourquoi ils font ci? Pourquoi ils font ça? Et les premiers même qui sont fiers, les premiers qui se sont même jetés dans ça, les premiers même à dire fièrement que non, je suis dans un quartier des Blancs, tous mes voisins c'est des Blancs, je ne veux pas de mélange avec les nègres et tout. Ceux qui ont un peu d'argent et qui vont tout de suite se mettre dans des quartiers avec des Blancs, sachez que derrière, vous abandonnez les gens de votre communauté que vous aurez pu aider, vous aurez pu peut-être pousser à réussir aussi dans la vie. Mais non, parce que vous avez quelques miettes, vous êtes parti de chez vous pour aller. Moi, personnellement, vous me jetez, il y a des pays, je ne peux pas vivre là-bas. Moi, personnellement. Vous m'amenez dans un coin de l'Ukraine, ou bien je ne sais pas, de la Finlande, où vous me donnez tout, je ne peux pas vivre là-bas, point. Je ne peux pas supporter de me lever et vivre quelque part où je ne vois pas mes frères noirs. Impossible. Pour moi, je dois me lever, où que je me trouve, autour de moi, je dois voir mes frères noirs, Congo, Tchad, tout ce que vous voulez, Antillais et autres. Je veux voir autour de moi des gens qui me ressemblent. Ça n'empêche pas que je vais souvent voir les autres. Je ne vais pas manger dans des restaurants gastronomiques français. Je mange aussi du camembert, je bois du bon vin même d'ailleurs à côté. Je ne vais pas manger chez les Chinois. C'est même la mode en France maintenant, un restaurant gastronomique. Les restaurants à volonté chinois, tout le monde peut manger là-bas. Je mange chez les Pakistanais, je mange partout. Mais je n'ai pas envie de me lever quelque part où je trouve, dans mon environnement, je ne vois que des gens qui ne me ressemblent pas. Il y a un problème quelque part. Je dois quand même à un certain moment, oui, avoir autour de moi. Et c'est ce que les Blancs font, c'est ce que les Chinois font, c'est ce que toutes les autres races de la Terre font. Il n'y a que nous qui pensons que quand on a réussi, il faut abandonner ses frères pour aller du côté des autres. Où nous ne sommes même d'ailleurs pas acceptés.
Vous me prenez ici, vous partez me jeter en Norvège, vous m'avez tué. Vous m'avez tué. Vous me jetez en Ukraine, vous m'avez tué. Je ne veux pas me lever le matin et voir autour de moi des gens qui ne me ressemblent pas. Je peux aller découvrir une boîte de nuit française, je peux aller découvrir une boîte de nuit chinoise, je peux aller dans une boîte de nuit, je ne sais pas, indienne et autres, oui. Peut-être si j'ai un pote qui m'amène, je peux aller découvrir même de moi-même. Je peux aller manger dans des restaurants juste pour découvrir. Mais si j'ai envie de me faire plaisir, si j'ai envie de danser et m'éclater, je pars dans une boîte de nuit où on met des chansons les rythmes qui me ressemblent, les rythmes qui me conviennent. J'ai envie de voir des belles femmes noires avec des beaux cheveux naturels. J'ai envie d'être en boîte de nuit avec des gens qui me regardent en me disant celui-ci sort d'où? C'est quel nègre? Non, non. J'ai envie d'être avec des gens de ma communauté. Je les aime, je les adore. C'est aussi simple que ça. On voit quelques nègres parce qu'ils ont chanté, parce qu'ils font du rap, d'autres parce qu'ils jouent au football. Dès qu'ils ont déjà un peu d'argent, hop, Saint-Denis, c'est terminé. Ils partent maintenant dans le 16e arrondissement de Paris. Ils partent à Boulogne-Billancourt. Mais malgré ça, les Blancs ne les acceptent toujours pas. Vous avez vu le commentaire qu'avait fait le voisin de Boitin quand ils étaient champions d'Allemagne. Ils ont été champions du monde, pardon, avec l'équipe nationale d'Allemagne. Il est dans un très très beau quartier avec des Blancs qui sont très riches comme lui aussi. Bah, ces Blancs ont dit, de toute façon tu as joué au football et nous sommes contents que tu sois champion du monde avec l'Allemagne, mais je n'aimerais pas avoir quelqu'un comme ça comme voisin. C'est aussi simple que ça. Bien que tu sois avec eux, tu n'es jamais des leurs. Tu n'es qu'un pauvre nègre. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Et il faut vivre avec ça. Et éduquer autour de vous vos enfants à s'aimer d'abord eux-mêmes, à se connaître d'abord eux-mêmes. Donner des armes à vos enfants dès le bas âge, les former pour qu'ils puissent être des economic warriors, qu'ils puissent être des politic warriors, qu'ils puissent être des plus grands. Commencez déjà dès le bas âge à former. Moi, je le fais bénévolement, je suis bénévole. Je donne des conférences dans des cités. Je rencontre les jeunes tous les jours pour leur parler de l'Afrique parce que je sais combien c'est important. Je sais à quel point c'est urgent d'avoir des gens qui s'aiment et qui s'acceptent. Quand tu as un enfant noir, né, grandi en France, qui te dit, bah, je sais que bah, voilà, je suis française de toute façon, mais mes parents sont bamileke, ils sont venus du Cameroun. Quand tu as des enfants comme ça, mais c'est des névroses. Des névroses dans la communauté noire. Il n'y a que chez nous qu'on voit ce genre de choses. Je n'ai jamais vu un enfant chinois né en France qui dit qu'il est français et que ses parents sont chinois. Ouais, je suis française, mais mes parents sont bamileke. C'est des gens qui doivent être soignés dans l'urgence. C'est des gens qui doivent lire. C'est des gens qui doivent voyager. C'est urgent. Il faut de la négrothérapie dans toute la communauté noire. Je vais ouvrir la ligne s'il y a possibilité de prendre une, deux personnes. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire un mot? Il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit qu'il voulait passer. Est-ce que je n'ouvre pas la ligne? Il y a un commentaire qui me fait rigoler. Ouais, Joël Guéna qui dit quand on est cadre à la défense, on ne se mélange plus à la diaspora de la porte de la chapelle. Bah, je sais que tu plaisantes quand tu dis ça. Des milliardaires, les Nelson Mandela ont eu tout l'argent de la terre. Ils ont préféré vivre dans leur communauté, au sein de leur communauté. Des plus riches qu'on connaît, il y a beaucoup. Pourquoi les Arabes qui ont réussi en France ne fuient pas leur communauté? Pourquoi les Chinois qui ont réussi ne fuient pas leur communauté? Pourquoi les Indiens, les Pakistanais qui ont des milliards, qui ont réussi leur vie, ne fuient pas leur communauté? Ils sont toujours. Bonjour, bonjour mon frère. Salut, C'est André Koloko. salut, bienvenue.
Non, c'était bien Oui, tout oui, à oui, l'heure. oui, Voilà. oui. Tes commentaires souvent me plaisent, hein. Je n'ai jamais interviewé, mais je te suis tout le temps. Par rapport à tout ce que tu parles dans le cadre, n'est-ce pas, de la culture bamileke. Je suis vraiment traditionnaliste. Et en étant traditionnaliste, parce que j'ai parcouru toutes sortes de religions dites exportées. Et je suis entré dans notre tradition par expérience. J'ai essayé. Ça a marché plus que toutes les régions que j'ai parcourues, que ce soit du catholicisme jusqu'à. Alors, vous aviez fait un commentaire là l'autre jour qui m'a beaucoup intéressé. Je crois qu'il faut utiliser constamment ce commentaire pour non seulement éduquer notre communauté, parce que notre communauté ne comprend rien. Ils ne savent pas qu'ils ont de l'or entre les mains, mais ils vont prendre le caca pour faire de ça quelque chose qui peut les aider. C'est faux. Moi, je leur ai dit toujours, j'ai essayé notre culture. Ça marche très bien. Je ne peux pas démontrer scientifiquement, mais je crois qu'il y a des éléments scientifiques pour montrer, n'est-ce pas, comment notre culture marche. Parce que ça marche à tous les coups. Donc, il faut que nous rééduquons. Que nous, vraiment, je ne sais pas comment on peut faire, que nous mettons. Parce que les autres sont vraiment organisés. Les autres qui sont dans une religion exportée, impérialiste, sont vraiment organisés. C'est beau, c'est galant, ils ont quelque chose même si ce n'est pas logique, ça attire. Mais comment nous devons faire pour montrer ça à nos gens, pour leur inculquer notre ancestralité? C'est ça ma question. Et je suis en train de chercher des formules que je n'arrive pas toujours à trouver. Je ne sais pas, comme vous êtes des hommes populaires, publics, je ne sais pas, il faut commencer par travailler dans ce sens, vraiment pour qu'on éduque nos gens. Ils en ont besoin. Ils en ont vraiment, vraiment, vraiment besoin. Et je crois que nous devons faire quelque chose. C'est introduire notre système. Sinon, nous devons être toujours aliénés. Sinon, on ne fait pas, ça va toujours nous emporter. Comme le frère qui a soutenu là, je le soutiens fortement. Ces soutenances-là, de ramener ça dans la communauté, de faire des voyages, de faire des colloques, de travailler. On ne fait pas ça. Nous parlons toujours dans les réseaux sociaux, mais nous ne faisons des colloques pour inviter les gens à leur expliquer et mettre sur des structures logiques, rationnelles. Il y a des conférences tout le temps. Les gens ne veulent pas venir, les gens ne veulent pas apprendre, les gens ne veulent pas s'informer, les gens ne se cultivent pas. Ils vont au KFC, ils mangent comme tout le temps, ils vont au McDo. Et le week-end, c'est boîte de nuit. Soit ils finissent, ils sont dans les églises de réveil, d'autres le vendredi sont à la mosquée. Mais quand tu as une communauté comme ça, je me bats tous les jours contre ça. Je me dis, non, tu te bats. Oui. J'ai même fait des vidéos récemment. Non, ne nous décourageons pas. C'est-à-dire, on nous a trop inféodés. Vraiment, on nous a trop inféodés. Et nous avons besoin de nous détacher, je vous jure. Il y a le trésor dans notre tradition que les gens n'ont jamais expérimenté. Tu ne peux pas être entre deux points et expérimenter notre tradition. Ce n'est pas possible. Il faut être entièrement dedans pour comprendre. Bon, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais partager avec vous. Merci. Tu reviens la prochaine fois, pas de souci. Tu restes dans le live. Il y a encore quelques petits mots importants à dire avant de donner encore la parole. Il a parlé de quelque chose qui m'a personnellement interpellé et j'en parlais à ce qu'on appelle une communauté complètement aliénée. Il y a quelqu'un, Nunga, qui a mis en commentaire tout à l'heure. Pourquoi on n'arrive pas à contrôler les Arabes comme on nous contrôle? Parce que les enfants arabes nés et grandis en France, je dis bien nés, grandis en France, parlent l'arabe. C'est d'abord la question qui est simple. C'est une question, c'est une interrogation qui est tellement simple. Je ne connais pas aujourd'hui un arabe, qu'il soit né et grandi en Chine, né et grandi aux États-Unis, qui ne parle pas sa langue. Impossible. Tous parlent leur langue. Je ne connais pas un Chinois, né je ne sais où, qui ne parle pas sa langue. Il parle non seulement et il écrit. J'ai connu un petit Marocain, un autre Tunisien. J'en ai connu comme ça, des collègues de service. Son père a travaillé pendant des années au Gabon. Des années, en Guinée équatoriale. Il faisait partie de la garde rapprochée du président Obiangema. Ses enfants sont nés et grandis là-bas, mais ils parlent tous arabe.
Sauf que l'écriture arabe, écrit de la droite vers la gauche, ils ont un peu du mal à ce niveau, mais ils parlent bien sa langue. Il n'y a que chez nous qu'un enfant ne parle pas sa langue et les parents sont les premiers à dire que non, de toute façon, bah, il est né en France, donc voilà, il est français, il n'a pas besoin de parler sa langue. Quand je regarde des nègres, moi je dis toujours, je suis un nègre différent. Et il faut qu'on ait davantage des gens qui, à un moment, essaient de franchir certains paliers, des gens qui s'acceptent, des gens qui s'assument, des gens qui ne veulent pas faire comme des autres, mais qui veulent faire comme eux-mêmes, comme ils l'ont toujours fait, comme leurs ancêtres ont toujours fait. Il parlait de l'ancestralité. Je parlais la dernière fois avec l'un des frères que j'ai invité, Eric Siake, dans mon live, auteur d'un brillant livre. Je parlais de la vibration. La vibration, c'est-à-dire que moi, je rappelle que j'ai été chrétien. Mais même quand j'y étais, je partais parce que mes parents m'obligeaient. Mais même dès le bas âge, même dès l'adolescence, quand j'y allais, je n'y croyais pas vraiment au fond. Quelque part, je me disais toujours qu'il y a un problème quelque part. Mais je n'avais pas encore des éléments. Je n'avais pas encore accumulé autant de lectures comme maintenant. Je n'avais pas certaines connaissances du domaine. Au fur et à mesure que je travaille, je bosse, je lis, je vais dans des bibliothèques, je m'informe, je vais à des conférences. Le monsieur parlait des conférences. Les conférences sont organisées tous les jours en Île-de-France. J'en parle souvent ici, je dis ok, il y a conférence tel jour. Ça sera le professeur Nissim Lasconi. Combien viennent? Ça sera Jean-Charles Covy-Gomez. Combien vont venir? Ça sera le professeur... il y a celui-là... Jean-Philippe Omotunde. Ça sera le professeur Théophile Obenga. Il y aura Dumbi Fakoli. Tous ces gens, quand ils viennent, ils sont là en région parisienne. Ils n'ont jamais chassé personne. Ils sont ouverts. Venez apprendre. Les gens ne veulent pas apprendre. Ils sont sur Facebook. Ils regardent des conneries à longueur de journée. Et quand on veut débattre, il y a même d'autres même qui, parfois, pensent même qu'ils peuvent m'affronter. Et ils veulent débattre. Je dis, mais je débat de quoi avec quelqu'un qui ne lit pas? Il ne s'informe pas. Je n'ai pas de temps à perdre. Le temps que je vais perdre à t'instruire, je vais aller faire autre chose. Ou alors tu acceptes avec humilité que tu veux apprendre. Et je t'apprends, je te dis ce que j'ai à te dire. Je t'instruis, je t'apporte le peu que je connais. Ou alors, le reste, tu te tais. Mais si tu veux un véritable débat, il faut être au niveau. Si tu n'es pas au niveau, je ne débat pas avec toi. Je n'ai pas de temps à perdre. Parce que même moi, quand je veux apprendre, quand je veux puiser, je veux m'informer. Je pars vers les grands. Quand ils me disent, Bertie, tu es encore petit. Attends encore. Reste là, tu t'assois. Je prends des notes. J'apprends. Je prends des notes tous les jours. Tu vas voir les gens qui vocifèrent sur Facebook. Qui n'ont aucune formation idéologique. Je disais au monsieur qui est passé, le frère André Koloko, j'ai expérimenté ça, j'ai été chrétien. Et le jour que je suis allé chez moi à l'Ouest Cameroun pour la première fois, j'étais encore plus jeune, avec le temps, récemment encore quand j'étais en vacances au pays, je suis allé chez moi, c'est normal. C'était même d'ailleurs un voyage initiatique que j'ai fait en pays Bamileke. Je suis entré dans les profondeurs, je suis allé loin. Quand je suis revenu dire aux gens que oui, je suis de retour et j'ai été plongé dans la pénicilline. C'était pour dire que je suis allé aux sources puiser. Je suis allé puiser aux sources. Je suis allé me ressourcer. Quand je veux accomplir certains rituels, certains rites. Quand je veux accomplir certains rites en pays Bamileke, je me sens moi-même, je me sens en accord, en harmonie avec mes ancêtres. Je me sens en harmonie avec la nature. Je sens une vibration qui me prend, qui me passe derrière comme ça dit que ça me traverse tout le corps. Quand je pars dans un lieu sacré, je m'adresse à mes ancêtres. Je sens qu'il y a un contact direct. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me parle, sauf que je ne le vois pas. C'est vibrant. Il y a une vibration derrière ça. Il y a quelque chose d'incroyable. Je prends une Bible là, même si je dis in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, il n'y a aucune vibration. Tous ces nègres qui veulent faire croire que derrière ça, il y a une vibration. Il n'y a aucune vibration. Il n'y a aucune connexion entre toi et Jésus. Jésus n'était pas noir, il n'était pas africain. Aucune connexion. Ceux qui vont réciter Bismillah Rahman Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, tous ceux qui vont réciter, tous ceux qui récitent, il n'y a pas de vibration entre un noir et un arabe. Il n'y a aucune vibration.
Toutes ces histoires, c'est des histoires qu'on a ramenées du désert. On a rappelé aux gens que, bon, voilà, désormais, vous récitez ceci et ce sera uniquement en langue arabe. Quand vous allez faire ça, vous allez vous orienter systématiquement vers l'Arabie. Tout ce que vous allez faire sera... Mais écoutez, quand je parle de vibration, quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est ne peut pas comprendre. Quand j'en parle même, quelqu'un qui n'a pas encore connu cette vibration, que d'être comme ça en contact, en harmonie avec ses ancêtres et rentrer en transe. Rentrer en transe, tu sens que tu te vides, tu sens que tu es en contact avec des gens qui te parlent. Je vois les équipes de football qui vont se préparer pour aller à la Coupe d'Afrique. Ils se rassemblent dans des grands terrains de football pour prier. Je dis, merci, on est dans un monde de fous, quoi. On est dans une folie collective. On assiste à la folie sur notre continent. Alors, il y a quelqu'un qui voulait dire un mot, je ne sais plus. Alors, pour le téléchargement, on va prendre quelqu'un d'ici quelques secondes. Celui qui parle également, celui qui a mis le commentaire, je voulais de Nassimien, c'est un autre conférencier. Il a écrit plusieurs ouvrages. C'est des gens tous les jours qui travaillent pour l'Afrique, qui informent, qui donnent des conférences. Les Africains viennent aux conférences, ils ne viennent pas. Je suis tout le temps choqué quand je vois à la sortie de métro dans mon quartier, je n'arrive plus à respirer. À chaque fois que je traverse, il y a des gens qui disent donnez à Jésus. Il est là pour vous. Récemment, ils ont même pris une maladie, ils ont fait semblant en rappelant aux gens que la science n'a jamais pu trouver de solution et qu'il n'y a que en passant par les églises, ce n'est qu'en passant par les églises de réveil qui pourront trouver une solution à ça. Les femmes ne peuvent plus accoucher, je leur ai dit, mais ce n'est pas possible. On est dans une ville, ok, la ville est divisée, il y a plusieurs secteurs. Il y a le secteur des Blancs, typiquement français, des Blancs là-bas. Pourquoi vous n'êtes pas parti rappeler ça aux Blancs? Pourquoi vous ne prenez pas votre maladie, soi-disant, que ce n'est que dans les églises de réveil qu'on guérit ça, il n'y a que Jésus pour guérir. Mais pourquoi vous n'allez pas dans les quartiers des Blancs dire ça? Vous partez là où vous savez que majoritairement ceux qui sortent de ce métro sont des Noirs. Vous venez les convaincre avec pour les amener dans vos églises de merde. C'est comme ça que vous chantez, vous dansez toute la nuit. Le matin, vous allez au travail, vous somnolez. Vous êtes sur les machines, vous somnolez. Vous êtes au bureau, vous somnolez. Parce que toute la nuit, vous avez dansé, chanté avec les pasteurs. Et tout l'argent, vous partez vider dans le compte des pasteurs. Et les gens veulent qu'on les respecte. On ne respecte pas une communauté comme ça. On ne respecte pas les gens qui ne se respectent pas déjà eux-mêmes. Qui ne s'acceptent pas eux-mêmes. Inadmissible. Ça n'a jamais existé dans ce monde. Et ce n'est pas les nègres qui vont être les premiers. Je n'ai pas pu prendre le frère. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre. Il va dire quelques mots et après je vais arrêter le live. Je crois avoir pu comment sensibilisant à ma façon au frère Barry. Et c'est il y a quelques jours. Par la violence barbare. Salut mon frère. Oui, salut. Djelani Alors, Mb. oui, bien sûr, mais là, comme il est en déplacement au Canada, donc c'est une sœur de la diaspora qui habite au Canada et qui regarde et qui aimerait, comment dire, euh, Justement, pas tout. justement, j'allais dire, mais attends, Djelani Mb, c'est un garçon ou c'est une fille? J'entends la voix d'une fille. C'est un garçon. Justement, c'est ce que je voulais demander. Non, mais oui, c'est un garçon normalement. Mais voilà, en fait, c'est pas vraiment intervenir en tant que tel, parce que je pense que tout est dit dans ce que vous avez dit. Et j'ai aussi aimé la structure, c'était bien structuré. J'aimerais juste abonder
sur la question de l'éducation. Alors, on parle beaucoup du fait qu'on est divisé entre nous, ça c'est certain, mais je pense que maintenant c'est acquis. On parle beaucoup du fait que notre jeunesse se perd. Et moi, justement, c'est là que j'aimerais mettre l'accent. J'avais l'année dernière rencontré Djibo Mbari, qui était très accessible et tout, à une de ses conférences. Et j'avais abordé le sujet de la jeunesse avec lui, évidemment. Euh, Moi, mon propos, c'est de dire que oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de militantisme, il y a beaucoup d'outils à destination des adultes. Je ne sais pas si tu m'entends, mon frère. Parfaitement. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'au niveau des jeunes, il y a une réelle carence. Au niveau de la prise de conscience des jeunes, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de manuels, ou il y en a très peu, à destination de nos jeunes. Moi, je suis maman, j'ai un adolescent. euh, J'aimerais de temps en temps qu'il sorte un peu de sa bande dessinée. Il le fait, mais malheureusement, il va vers d'autres littératures parce que la nôtre, elle n'est pas, je ne dis pas qu'elle n'est pas là, mais elle n'est pas saillante. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Peut-être parce que je suis enclavée ici au Canada. Je sais, il y a Manybook en ligne, on peut acheter des livres pour des jeunes. Je le sais, mais j'aimerais qu'il y ait aussi, j'aimerais qu'on travaille en fait, que nous, afro-conscients, travaillons un peu à l'élaboration d'outils, peut-être d'ateliers, de camps de vacances pour nos jeunes. Nos jeunes, tu as évoqué la question des jeunes en banlieue parisienne. Là, par exemple, on est au mois de juillet. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Les parents qui n'ont pas d'argent pour envoyer leurs enfants en vacances, que font-ils de nos jeunes? Ils sont là, ils traînent dans les cités. J'aimerais qu'il y ait comme des organisations comme ça. Moi, je travaille dans l'éducation, donc pendant le mois de juillet et le mois d'août, je suis en vacances. Ça me dérangerait pas de prendre mon billet, d'arriver à Paris, qu'on anime des ateliers pour nos jeunes pendant 2 semaines, pendant une semaine, pendant 3 semaines, de façon à ne pas les laisser à la merci oui, de l'islam, du christianisme, de machin, leur raconter une vraie histoire autour d'un barbecue, autour d'ateliers éducatifs, parce que évidemment, il y a une question de valeur. Pourquoi nos enfants, une fois qu'ils réussissent ou une fois qu'ils ont un bon travail, nous fuient? C'est ça. Pourquoi ils nous fuient? Parce que s'ils vont épouser des femmes qui ne nous ressemblent pas, qui ne sont pas aussi noires que nous, ça veut dire que nos enfants nous fuient. Qu'est-ce que nous ne faisons pas? C'est ça la vraie. Là, on ne t'écoute Mettons- plus. Hein. On ne t'écoute plus. Rapproche-toi de ton micro, s'il te plaît. Ah, d'accord, ok. Voilà, Est-ce que là, c'est là, bon? on t'écoute bien. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, est-ce que, à partir de quand est-ce on m'a pas entendu? Parce que, voilà, je Non, parlais des ateliers. on Voilà. t'a très, très bien compris. Ce que je vais dire, c'est Ok. quoi? Si je peux te répondre pendant quelques minutes. Oui. Être au Canada, je pense que le problème, c'est un problème d'information. Le Mhm. problème, c'est que la plupart des parents ne sont pas informés. Absolument. Ou alors, c'est pas qu'ils ne sont pas forcément informés, c'est qu'ils ne vont pas chercher la bonne information. Parce que les mêmes Ça, là connaissent par cœur tous les passages de la Bible. Les mêmes connaissent par cœur tous les sourates du Coran. Mais si les parents eux-mêmes ne se demandent pas déjà, quel est l'endroit où je peux trouver un livre pour mon fils, un livre autre que le Coran et la Bible, c'est le parent le problème. Les enfants ici n'y sont pour rien. Dès le bas âge, quand vous formez vos enfants, ils grandissent en fait en quelque sorte, ils reflètent votre image en tant que parent. Donc pour le cas, étant au Canada, si tu cliques sur Amazon, en quelques lignes, tu t'achètes des livres, les livres sont livrés chez toi. Donc le problème, c'est que si absolument, oui, nos tout à parents, fait. si les gens sont en France, je suis allé plusieurs fois, filmé même, je suis allé à la librairie d'Amérique. C'est l'une des plus grandes librairies panafricaines, librairie francophone en France ici et même d'ailleurs en Europe. Quand tu arrives là-bas, tu es perdu. Tu as tout ce qui concerne l'Afrique, l'histoire, la spiritualité, les sciences. Tu as tout ce qui concerne l'Afrique. Je suis allé là-bas, j'ai fait des vidéos, j'ai mis sur Internet pour dire aux gens, venez vous instruire.
c'est ici. Et là-bas, en ce qui concerne les manuels pour les adolescents, pour les enfants, il y a des brillants livres là-bas pour nos enfants. Il y a même des jeux là, les cartes que nous jouons là, le Techno Games, comme on dit au bled et tout. Il y a des cartes là-bas avec, c'est ce que j'ai offert d'ailleurs à mon petit neveu la dernière fois. Il y a des jouets qu'on a offert, on a offert tant de choses. Et dit non, voici ce que moi je t'offre. Aujourd'hui, il me dit souvent, oui, il y a telle personne comme ça, c'est qui? Je lui dis, mais c'est le héros Nelson Mandela. Parfois, il demande, mais c'est qui celui-là? Je dis, bah, celle-là, c'est Nyanga Nyakasikana. Il y a toutes ces héroïnes de l'histoire de l'Afrique. Il y a tous ces grands héros de l'histoire de l'Afrique dans ces jeux de cartes. C'est un jeu éducatif qui permet aux enfants, voilà, de s'imprégner de certains, voilà, d'apprendre. Mais si on a des gens d'abord eux-mêmes qui ne vont pas chercher l'information, tout à fait, mais je pense que c'est là en fait qu'on ne se comprend pas. Je ne dis pas oui, je dis qu'il y a beaucoup plus pour les adultes que pour les enfants, évidemment. Oui, mais aussi. Il y a pour les adultes, je suis d'accord. Tu as dit pour les enfants, non, il n'y en avait pas assez. Si, il y en a assez. Il y a beaucoup. Je suis allé à ta mairie la dernière fois. Il y a tellement de livres là-bas pour des enfants. Il y avait même une sœur camerounaise. J'ai même fait sa publicité plusieurs fois dans des lives. Elle avait créé, elle a un truc à Boulogne-Billancourt, je ne sais pas si ça a été fermé par la suite. Elle avait alors un truc spécialement pour les enfants et les ados. Il n'y avait pas de truc pour adultes là-bas. Tout ce qui est dessin animé, tout ce qui concerne le monde des Kamites, l'ancestralité, l'histoire de l'Afrique, tout ça raconté dans des livres sous forme de dessins animés. La sœur, par la suite, je crois, elle avait fermé. Elle était à Boulogne-Billancourt dans le 92. J'avais même fait, si je retrouve encore ces vidéos, je peux encore peut-être republier ça, mais je ne sais pas si elle a encore, je crois qu'elle a fermé. Il y a quand même beaucoup d'endroits. Le truc, c'est que, voilà, Suzanne Gatue me dit que c'est fermé. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas peut-être aller en chercher, ils ne veulent pas en savoir plus. Les gens pensent que, bon, c'est en allant puiser ailleurs. L'histoire de Vercingétorix, l'histoire de, je ne sais pas, de Gaulle ou l'histoire de Napoléon, oui, c'est important de connaître. Mais je ne vois pas en quoi c'est utile pour un enfant qui est congolais ou camerounais né en France. Je ne vois pas. Absolument. Si je peux me permettre, je suis d'accord avec toi. Mais il y a aussi autre chose que je dis et que peut-être que tu ne prends pas en compte ou que tu n'as pas entendu. Je dis ceci. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très important. Les gens qui connaissent les versets bibliques ou les versets du Coran par cœur. Parce que c'est ce qui est là pour eux, c'est ce qui est exposé, c'est ce qui est accessible en fait pour eux. Qu'est-ce que nous faisons pour rendre les choses beaucoup plus accessibles? Moi y compris, je parle de tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre des choses beaucoup plus accessibles pour les parents? Pour ces parents-là, évidemment, qui pensent que la Bible, c'est suffisant. Pour certains parents chrétiens, quand un enfant a des questions, ils vont dire, si tu lis la Bible, tu vas y trouver toutes les réponses. Si tu lis le Coran, tu vas y trouver toutes les réponses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener à eux autre chose? C'est ça que je suis en train de dire. Qu'est-ce que, par exemple, maintenant, oui, je parle te comprends parfaitement. Il faut alors, comme l'Osiris Chakanta Diop le disait, il faut une réelle volonté politique. C'est-à-dire que les dirigeants africains doivent s'asseoir, penser et repenser ça, mettre sur pied ce qu'on appelle la religion africaine, comme le proposait Chakanta Diop. Mais je pense que ça va être super compliqué. Il faut qu'il y ait un seul livre pour toute l'Afrique, pour l'histoire de l'Afrique, un seul livre avec des héros africains, comme avait suggéré Chakanta Diop dans ses ouvrages. Je suis d'accord, mais il y a un problème à ce niveau, c'est que est-ce que tu vois quelqu'un comme Bia, le bâtard, s'engager en tant que chrétien? Bia est chrétien, fidèle, il bouffe la communion tous les dimanches. Il adore ça même. Vous croyez que l'autre pouvoir, celui qu'on appelle le héros du Zimbabwe, Robert Mugabe, il adore la communion, il bouffe ça tous les dimanches. Tous nos chefs d'État sont avant tout chrétiens, fidèles, musulmans et fidèles. Tous nos directeurs, tous nos ministres, tous ces gens. Il y a un problème à ce niveau. Quand je vois ce continent, l'Afrique saigne, l'Afrique, ça me fait saigner de l'intérieur de l'Afrique. On va peut-être y arriver un jour, mais c'est compliqué. Ce que tu dis, hein, c'est sûr qu'on va y arriver. Merci beaucoup. Je te rejoins, ce que tu dis, ça me touche, je te rejoins là-dessus. Mais il faut déjà informer, il faut faire le nécessaire et surtout autour de soi, commencer à informer, essayer d'éduquer au fur et à mesure. Je pense que c'est ce que nous pouvons, mais il faut que pour qu'on y arrive, il faut quand même que derrière, il y ait une réelle volonté, une véritable volonté politique.
Oui, justement, Sinon, mais comme nos politiques ne sont pas voilà. là pour nous, j'aimerais vraiment qu'on s'organise à offrir des activités pendant les vacances. Je sais pas, Voilà le centre. Le centre Mokadilo Mouya en Côte d'Ivoire, le premier Mhm, temple Kamet qui va être mhm. construit. Ils ont Oui, tout demandé à fait. quoi? Il faut 50 000 euros, je crois, depuis plus de Et 2 ans. voilà, Ils faire ont des dons et tout organisé. ça. Oui. Ils n'ont même pas Mhm. encore eu 20 000 euros. Ouais, ça c'est dommage. Bon, moi j'ai cotisé quand même. Donc, il y a des gens qui vont Moi me dire aussi, hein, mon frère, je ne montre pas mon tu visage parlais parce de que j'ai comme un ça. masque, mais j'ai J'ai cotisé. cotisé. Voilà, j'ai quand même cotisé. J'ai même les captures d'écran. Nous avons tous cotisé. J'ai Voilà, j'ai cotisé. cotisé. Eh mec, j'ai aussi cotisé, hein. je, Mais- je suis à côté, mec. Ah oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Salut. Alors, tu as quelque chose à rajouter pour conclure? Bonne soirée à vous là-bas. Je vous laisse conclure. Oh, mais ok, vas-y, Ben, vas-y. moi, je te dis à très bientôt, mon gars. Non, Ok, mais c'était très intéressant on et fait ça. Très bonne Allez. soirée. Alors, je vais être obligé d'arrêter le live. Je suis très très content. Il y a Joël Guérin qui voulait dire un mot, mais je Également. Alors, je ne vois plus l'invitation du frère Joël Guénin. Je vais arrêter le live. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder. N'oubliez pas, pour ceux qui voulaient cotiser, il y a encore le PayPal en ligne disponible. Et pour ceux qui veulent faire des dons directs, contactez-moi inbox. Je vais vous donner les numéros de téléphone. Merci et voilà, bon début de semaine à tout le monde.